Bon. La séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du Plateau Mont-Royal du 1er mai 2023 est ouverte. Il est 19h02. Alors, je vous cède la parole, Madame la mairesse suppléante, pour le mot des élus. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, le maire Luc Rabouin est actuellement en mission pour représenter la ville de Montréal à Dakar, au Sénégal. Donc, c'est moi qui vais assurer l'animation de ce conseil d'arrondissement ce soir. Et nous allons tout de suite commencer avec une présentation par nos services. Alors, bonsoir tout le monde. Je me présente. Je suis Benoît Mallette. C'est moi qui est chef de la division des études techniques pour l'arrondissement. Donc, annuellement, depuis 3 ans, on vient vous présenter les projets de construction de voirie qui aura lieu sur le territoire cet été. Donc, allons-y. Donc, pour débuter, vous expliquer un peu les différents occupants de la rue. Dans les faits, ce qu'on a sur la chaussée, c'est une chose, mais il y a beaucoup d'intervenants. Donc, la chaussée, on va retrouver bien sûr, dans certains cas, un aqueduc principal, aqueduc secondaire, égout principal, égout secondaire, un réseau électrique, un réseau de télécommunications de Bell-Canada, gaz naturel principal, gaz naturel secondaire. Donc, tous ces intervenants-là sont pris en compte dans les différents travaux qu'il peut y avoir, ce qui peut expliquer là, donc, différents chantiers qu'on va retrouver. Puis dans les faits, dans l'ensemble des travaux qu'on trouve sur le territoire, quand on se promène dans la rue, 25% des travaux, en fait, sont des travaux de la ville, qui sont soit par la ville-centre, qu'on appelle, ou les travaux d'arrondissement. Et puis 75% de ce que vous voyez, en fait, sont les partenaires, à savoir le Vidéotron, Bell et des différents organismes, et bien sûr, les privés. Donc, nous, comme citoyens, lorsque vous avez des travaux de refaire la brique, agrandir vos maisons, changer vos fenêtres, peuvent occuper également le terrain, le domaine public. Maintenant, plus concrètement, les différentes interventions qu'on peut trouver sur le domaine public. J'essaie de vous vulgariser un petit peu qu'est-ce qu'on peut retrouver. Donc, un peu du plus imposant au plus simple. Évidemment, les gros travaux, là, on parle de reconstruction d'égouts d'aqueduc. Vous voyez en haut à gauche un égout, en fait, qui est sur le point de s'effondrer. C'est supposé être un beau cercle. Là. Vous voyez bien qu'il n'y a plus la forme optimale. Et dans des cas comme ça, donc on n'a pas le choix, il faut ouvrir la rue. Et donc, ça, c'est les gros travaux qui peuvent prendre, là, c'est jamais en bas de 4 mois. Ça peut prendre dépendamment du nombre de tronçons. Ça peut même prendre quelques années, comme des Pins ou Saint-Grégoire. Mais ordinairement, à l'intérieur d'une année, on est capable de débuter et terminer les chantiers. Quand l'égout est dans un état quand même pas si mal, mais qu'il faut intervenir, ce qu'on va appeler, c'est la réhabilitation de l'égout. En fait, c'est une forme de gainage. C'est comme si on rentrait une espèce de bas, si on veut, à l'intérieur de la conduite que vous voyez à droite. Puis on rentre un gaz à l'intérieur qui vient, dans le fond, coller sur le tuyau. Et c'est une résine qui devient extrêmement dure. C'est comme si on ajoute un tuyau dans le tuyau. Donc, c'est beaucoup moins invasif, il n'y a pas d'excavation et tout ça, et c'est beaucoup plus rapide. Fait qu'à l'intérieur de 2 semaines, on est capable de passer sur votre tronçon de rue et ramener un égout qui va durer une 50aine d'années. Maintenant, il y a la corollaire au niveau de l'aqueduc. Lorsqu'on a un aqueduc, c'est peut-être ragoûtant quand on montre cette photo-là. Là, c'est de l'eau potable, mais en fait, il n'y a aucun danger là, pour la santé publique. C'est le même principe. Vous voyez en bas, une fois qu'on a mis la gaine, on se retrouve avec un tuyau flambant neuf qui va durer donc une autre 50aine d'années. C'est un petit peu plus long comme travaux parce qu'il faut intervenir et faire des excavations à plusieurs endroits. Puis, on en profite à ce moment-là pour venir remplacer toutes les entrées de service en plomb. Donc, comme vous savez, le plomb peut être nocif pour la santé. Donc, dès qu'on a des entrées, on profite de ces travaux-là pour le faire. Donc, on parle à peu près de 2 mois de travaux dans ces cas-là. Et donc, les fameuses entrées de service en plomb, on a des contrats aussi qui ne font que ça. On a un processus qui est moins invasif aussi, ou ce qu'on appelle par tirage. Donc, on crée un puits d'excavation près du trottoir, puis on va tirer les nouvelles conduites en cuivre à l'intérieur de la maison pour éviter de tout saccager vos entrées, vos aménagements. C'est moins coûteux, c'est moins long, c'est moins invasif. Donc, des contrats d'entrée de service en plomb, là, ça peut être assez long parce que c'est beaucoup d'unités. Donc, entre 6 à 8 semaines de travaux dans ces cas-là, pas par maison, mais par tronçon, dans les faits. Évidemment, dépendamment de la quantité qu'on va avoir sur le tronçon. Maintenant, tout ce qui est réfection routière. Lorsqu'on veut intervenir uniquement sur la chaussée, il y a des opérations, ce qu'on appelle de planage et pavage. Donc, on vient scarifier la chaussée. On enlève une certaine épaisseur de chaussée, dépendamment de son état. Puis, on vient réinstaller une nouvelle couche de bitume.
Donc ça, c'est une opération d'environ une semaine. C'est assez rapide. On n'intervient pas sur les trottoirs, on n'intervient pas sur les réseaux d'égouts aqueducs ou quoi que ce soit. On vient juste améliorer ce qu'on appelle faire en sorte d'allonger la durée de vie. Et c'est souvent des rues qui sont fissurées. C'est le pire ennemi pour la chaussée, c'est les fissures, parce que l'eau, avec le cycle de gel et dégel, vient endommager nos réseaux. Donc, avec cette opération-là, assez rapide, nous permet d'allonger la durée de vie de nos infrastructures. Opération maintenant de changement géométrique, qui est un peu l'ADN du plateau depuis plusieurs années, les fameuses saillies. Donc, ça, c'est une opération où est-ce qu'on profite de l'état de chaussée à certains endroits et de trottoirs pour venir, deux objectifs qui sont visés dans ces opérations-là, c'est sécuriser les traverses piétonnes. Donc, on réduit la distance de traverse des piétons à une intersection. En réduisant l'espace voué à l'automobile aussi, ça calme la vitesse, on réduit la vitesse des automobilistes et on en profite pour verdir. Il y a beaucoup d'îlots de chaleur sur le plateau, donc en ajoutant des arbres, ça vient réduire les îlots de chaleur un peu partout. Et finalement, réfection mineure de trottoir, bien ça, c'est une opération donc les trottoirs qui sont soit décrochés, fissurés, cassés. On vient ponctuellement venir réparer les trottoirs un peu partout là où c'est requis. Donc, c'est une opération à peu près là, de 2 semaines, une fois qu'on a démoli, refait, coffré et tout le tralala. Donc, voilà pour le type de projet. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui va être fait cette année par la Ville de Montréal sur le territoire? Donc, on a 8 projets à vous présenter. Le premier, c'est la rue Boucher, entre la rue Henri-Julien et la rue Saint-Denis. Donc, dans tous les cas, vous allez voir en haut le cas actuel, dans le fond, et en bas, c'est le plan une fois le projet réalisé. Donc, Boucher, rue désert de verdure, il n'y a pas d'arbres sur la rue Boucher. Donc, on en profite pour venir faire des banquettes de plantation, pour y planter des arbres, ajouter de la verdure et construire les fameuses saillies, donc pour les objectifs que je vous ai mentionnés précédemment. Voilà. Ensuite de ça, la rue Lejeune. Probablement beaucoup de gens d'entre vous ne connaissaient pas cette rue. C'est une petite rue située entre la rue Laurier et la rue Saint-Joseph, à l'ouest de la rue Henri-Julien. Donc, c'est une petite rue qui avait besoin de faire un peu de travaux. Donc, on en profite simplement pour venir améliorer la verdure également. Et les trottoirs étaient un peu étroits, là, donc faire en sorte que les gens vont pouvoir se déplacer de manière plus sécuritaire. Rachel Frontenac, intersection assez désagréable, si on peut parler, à Montréal et au plateau. Donc, on profite à cet endroit-là de venir construire 2 saillies, une au coin sud-ouest et une au coin nord-est. Bien que cette intersection-là est gérée par des feux de circulation, elle est quand même pas agréable et quand même assez pénible à traverser et surtout manque cruellement quand même de verdure dans ce secteur-là. Donc, on vient bonifier ce secteur. Maintenant, Rachel Garnier et Rachel Fabre. Ces 2 intersections communiquent directement avec les chemins d'accès du parc La Fontaine, particulièrement au niveau des aires de jeux pour enfants qui ont été tout refaits là, dans les 2 dernières années. La traverse à ces endroits-là pour les piétons n'est pas évidente parce que la rue Rachel, l'aménagement cyclable est quand même très, très, très utilisé. Donc, le piéton doit gérer les cyclistes, après ça, gérer les automobilistes dans un seul geste. Donc, ce qu'on vient créer, c'est des refuges pour sécuriser les piétons. Donc, un premier geste, on va pouvoir gérer les cyclistes, avoir un refuge sécurisé pour, après ça, gérer la traverse gérer les automobilistes et finalement traverser et se rendre au parc La Fontaine. La rue Guilford, entre Montana et Garnier, qui est en chantier depuis l'an dernier. Donc, il y a eu de Montana de La Roche l'an dernier. Cette année, on fait de La Roche jusqu'à la rue Garnier. On a rajouté une trentaine de saillies dans ce projet-là. Beaucoup de verdissement, beaucoup de sécurisation. Il y a quand même une transformation importante. Je vous ai mis principalement les 3 intersections qui sont Chambord, Lanaudière et Garnier. Parce qu'on vient changer la dynamique de circulation à cet endroit-là. Dans les précédents conseils, on va fermer à la circulation la rue Lanaudière entre Saint-Joseph et Guilford, mais pas tout à fait jusqu'à Guilford, jusqu'aux accès véhiculaires des tours à condos et je ne sais pas si c'est le condo locatif, excusez-moi, mais de l'immeuble résidentiel à tout le monde qui est là.
Ce qui fait en sorte que les patterns de déplacement ne fonctionneront plus avec les mailles centraux qu'il y avait à cet endroit-là. Donc, on retire les mailles qu'il y a à l'intérieur de l'intersection pour en créer un à Garnier, pour toujours éviter que la rue Guilford, le but de tous ces aménagements-là, c'est d'apaiser la rue Guilford. C'est une petite rue résidentielle. Donc, l'objet, c'est de maintenir ce caractère-là avec ces aménagements-là. La rue des Pins, donc, qui est en chantier depuis 2 ans. Donc, maintenant, c'est la section entre le boulevard Saint-Laurent et l'avenue du Parc, que vous avez sûrement vu, qui est en chantier. Donc, l'image en bas, c'est une image de synthèse d'à quoi ça va ressembler. Mais ceux qui fréquentent déjà, qui ont déjà pris des pins ceux qui ont déjà pris des pins en l'avenue des Pins entre Saint-Denis et Saint-Laurent, c'est le même effet, le même caractère qu'on va retrouver jusqu'à l'avenue du Parc. La rue Mentana, entre Laurier et Saint-Grégoire, en fait contrat de remplacement d'égouts aqueducs et on va également mettre à niveau l'aménagement cyclable. Donc, on va élargir la bande cyclable également pour la mettre bidirectionnelle, mais plus confortable et plus aux normes de sécurité des cyclistes, avec un maille qui va les séparer et avec l'aménagement et le prolongement du trottoir. Ceux qui connaissent le secteur, le trottoir débute à Laurier, mais arrête à Boucher. Entre Boucher et Saint-Grégoire, il faut passer par le parc. Donc, on va prolonger le trottoir jusqu'à la rue Saint-Grégoire. Et finalement, la rue Marianne, entre Désérable et Follum, qui est une opération c'est au niveau de la chaussée seulement et réparer quelques trottoirs. Donc, la géométrie a déjà été faite, tout a été, l'entrée de service en plomb, tout a été réparé et gainé. Donc, cette année, on vient terminer tout ça en faire la réfection de la chaussée. Maintenant, les processus de planification de carte des travaux, on voulait un peu vous montrer c'est quoi le processus derrière, pourquoi on fait un projet à un endroit et quelle est la séquence, en fait, de planification. Donc, au départ, il y a toujours la demande de création d'un projet qui a été identifié par un requérant. Évidemment, on crée un numéro et tout ça. Il y a la liste globale des besoins. Donc, il y a plein de demandeurs. Là. Il y a l'eau, l'aqueduc, les égouts, il y a les chaussées, les trottoirs. Bon, il y a tout plein de demandeurs et cette liste-là est faite. Après ça, on passe ça dans un processus de priorisation annuel sur 2 ans. Et ce processus-là passe par le filtre d'analyse de mobilité. Est-ce que ça fait du sens de mettre 2 projets un à côté de l'autre ou pas? Est-ce que ça va passer quand on va faire les chemins de détour, etc., etc.? Si le filtre de la mobilité ne passe pas, on retourne ça à l'établissement de la liste globale des besoins, puis on retourne ça sur 2 ans. Si le fil de la mobilité fonctionne, on envoie dans le programme préliminaire, on part en conception, on part en priorisation annuelle, puis on procède à la réalisation des travaux. Chacun des projets fait l'objet d'avis aux résidents. Chacune des occupations du domaine public fait l'objet d'un permis d'occupation du domaine public qui est analysé. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que le chemin de détour se respecte? Est-ce qu'il n'y a pas un chemin de détour qui amène dans un autre chantier? Est-ce qu'il y a un autre intervenant qui veut passer? Tout ça. Grosso modo, c'est à peu près 12 000 permis d'occupation du domaine public qu'on émet par année pour s'assurer de gérer comme il faut que la mobilité et que la sécurité des déplacements piétons, cyclistes et bien sûr automobilistes soient respectées. Malgré tout ça, on n'est pas à l'abri des soubresauts de ce qui peut se passer, incendie, fuite d'aqueduc ou bâtiments dangereux, des choses comme ça, dans lesquelles on doit faire avec pour s'assurer que les gens puissent continuer à circuler de manière sécuritaire sur le plateau. Et la carte des travaux, grosso modo, quand on met tout ça ensemble, c'est l'ensemble des travaux qui devraient avoir lieu sur le plateau. Mais pas juste les travaux, il y a les événements. Parce que les événements ne sont pas à négliger. Le marathon de Montréal, le Tour de l'île, etc., sont des événements qu'on doit prendre en considération. Les piétonisations, les promotions commerciales et tout ça. Donc, ça fait toujours un peu peur parce qu'on a l'impression que partout sur le plateau, il va y avoir des travaux et qu'on devrait fermer carrément l'accès pour faire des travaux. Mais tout ça se fait sur plusieurs semaines et plusieurs mois et on a toute une équipe qui fait en sorte que ça fonctionne et qu'on a des personnes qui se pilent sur les pieds et que les déplacements se font de manière correcte. Voilà, Madame la mairesse. Merci beaucoup. Donc, on va procéder maintenant au mot des élus.
Je vais commencer. Je céderai ensuite la parole à mes collègues. Donc, nous sommes aujourd'hui le 1er mai, donc la journée internationale des travailleuses et des travailleurs. Je souhaite en profiter pour remercier tous les travailleurs de l'arrondissement, surtout qu'on a l'impression que c'est loin, mais la grande crise du verglas que nous avons eue, c'était le 5 avril dernier. Donc, ça fait moins d'un mois que, comme vous le savez, on a été nombreux à manquer d'électricité à cause des branches qui sont tombées partout dans l'arrondissement. Ce soir-là, nos équipes ont travaillé jusqu'à 20h, étaient à nouveau dans les rues le lendemain à 6h du matin. Donc, on redoublait d'ardeur pour nettoyer, enlever les branches sur les trottoirs, sur les pistes cyclables. Et vous l'avez vu, le travail n'est pas fini, mais on est quand même content d'avoir un quartier relativement fonctionnel après tout ce qui s'est passé. Donc, si jamais vous constatez des oublis, vous pouvez continuer à les signaler au 311 et nos équipes y veilleront. Malgré tout ça, on a réussi à installer toutes les balançoires de l'arrondissement et à sécuriser nos aires de jeu. Les tennis ont ouvert cette fin de semaine. Les terrains de soccer synthétiques sont également ouverts. Et les terrains de balle ouvriront à la mi-mai comme d'habitude. Soulignons aussi que cette année, on va pouvoir remplir le bassin du parc La Fontaine un peu plus tôt que les années précédentes. Donc le remplissage du bassin va commencer la semaine prochaine et devrait prendre de 6 à 8 jours. La partie nord, par contre, étant donné qu'il y a des travaux majeurs cette année, ça va prendre un peu plus de temps. Sur un autre sujet, nous allons voter ce soir une contribution financière au jardin urbain Notman. C'est un aménagement qui se trouve sur la rue Milton, au coin de la rue Clark. Donc, c'est un projet de verdissement qui avait été entrepris par nos équipes et qui, depuis l'année passée, c'est un groupe de citoyens qui gère cet espace en partenariat avec l'arrondissement. Étant donné que c'est situé très proche du boulevard Saint-Laurent, on a noté plusieurs enjeux de cohabitation et de salubrité. Donc, les citoyens qui gèrent l'espace nous ont interpellés en nous disant que ça serait important d'allouer un budget pour s'assurer que le lieu soit propre et agréable pour les bénévoles qui veulent venir faire du verdissement. Donc, on octroie une contribution financière de 5 000 $ qui permettra d'employer une personne en réinsertion et qui, tous les jours, viendra s'assurer que le jardin est propre et agréable pour les citoyens du quartier. Alors voilà, et aussi vous avez été nombreux présents ce soir à la rencontre d'information qu'on a organisée sur la nouvelle mouture de la place Gérald Godin. Donc si vous n'avez pas assisté à la présentation, vous dire qu'elle va être mise en ligne dans les prochains jours. Et on vous invite à voir cette présentation sur un projet majeur dans l'arrondissement, mais qui est porté aussi par la ville-centre, étant donné son envergure. Donc, on vous invite à regarder la présentation en ligne. Et bien sûr, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les adresser à vos élus. Je vais maintenant passer la parole à Laurence Parent. Oui, merci beaucoup, Madame la mairesse suppléante. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là avec nous en personne et en ligne. Donc, moi, ce soir, je vais vous parler brièvement du point 2008. Donc, ce soir, on octroie un soutien financier d'une valeur de 7 800 $ à l'organisme Production Funambule Média pour réaliser son projet de cinéma sous les étoiles. Donc, c'est un festival qui a lieu depuis 13 ans, déjà sur le plateau, qui attire en moyenne un public de 300 à 400 personnes, ce qui est quand même assez impressionnant, au Parc Laurier. Donc, bonne nouvelle, de retour cette année, entre le 28 juin et le 31 août. Donc, ce ne sont pas juste des projections de films documentaires, mais ce sont aussi une occasion de se réunir pour discuter parce qu'après la présentation du film, il y a place à la discussion, au débat. Donc, ce sont des films documentaires qui portent sur des enjeux qui nous préoccupent toutes et tous à notre époque, donc que ce soit la lutte contre le racisme, la lutte aux inégalités sociales, les changements climatiques. Donc, c'est à voir 6 présentations, 6 projections sur le plateau cet été. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne soirée.
Marianne Giguère. Oui, merci, Maïva, Madame Villain. Donc, un peu plus tard aussi, on va adopter un point où on va accorder la subvention dans le cadre du Fonds des écoles. Le Fonds des écoles, pour rappel, c'est un fonds qui se finance grâce à la vente des vignettes journalières là, et mensuelles depuis quelques années déjà, et qu'on a créé à l'origine donc pour que les écoles proposent des projets autour de la transition écologique ou du lien avec la communauté autour de l'école, entre autres critères. Et donc, on a déjà octroyé un peu plus tôt cette année des fonds pour ces projets-là, mais comme il nous restait des fonds, on en profite pour les octroyer à 3 beaux projets qui sont tous dans le même coin, donc sur la rue Calixa-la-Vallée et l'ancien stationnement adjacent au bâtiment Calixa-la-Vallée au cœur du parc La Fontaine. Il s'agit donc de 21 000 $ en tout qui vont être octroyés à Cyclistes Avertis. En fait, ce projet-là, il n'est pas du tout dans le parc La Fontaine. Là, je suis un peu mêlée, mais Cyclistes Avertis, donc c'est Vélo Québec qui se rend dans les écoles en collaboration avec les enseignantes en éducation physique et qui permet aux jeunes de 5e et 6e année d'avoir un apprentissage théorique et pratique du code de la route et de la façon sécuritaire de rouler en ville dans un milieu urbain avec, c'est ça, donc des pratiques et des évaluations sur la rue. Donc ça, c'est assez formidable ce qu'ils accomplissent. Donc, on va leur donner 7,5 000 $. Aussi, le jardin du Petit Monde à bicyclette, là, on retourne au parc La Fontaine et c'est aussi Vélo Québec qui reçoit la subvention pour entretenir et animer donc ce parc d'éducation cycliste là, qui a été aménagé là où je vous disais un peu plus tôt dans le parc La Fontaine. Et juste à côté, sur la même rue, il y a GM Court qui est un organisme qui initie les jeunes à la planche à roulettes, au skateboard. Ils sont localisés dans un local près de l'école secondaire Jeanne-Mance et ils auront donc un petit skatepark dans cette zone-là pendant l'été. Donc, ces 3 projets-là reçoivent en tout 21 000 $ ce soir et on est bien content de permettre aux jeunes de jouer dehors, de rouler avec des vélos et des planches à roulettes. Merci. Merci. Marie-Claude. Merci beaucoup, Madame la mairesse suppléante. C'est le fun à dire. Ça vous va bien. Alors oui, on a envie d'aller dehors, de profiter de la belle saison. Oui, croyez-y, croyez-le, ça va revenir, il va faire beau. Moi, j'aimerais vous parler de la belle saison des marchés qui va débuter très bientôt. Alors, dans l'ordre du jour, au point 2004, on va voter l'octroi d'une contribution financière de 51 000 $ à l'organisme La Maison de l'Amitié. D'ailleurs, je tiens à saluer M. Vincent Lacomba, qui est derrière les 3 marchés du plateau Mont-Royal et qui fait un travail extraordinaire pour animer nos places publiques avec ces grands marchés-là. C'est un grand enjeu et c'est très complexe. Alors, merci beaucoup de votre travail. Alors, cet octroi, cette contribution financière, il s'agit d'une entente sur 3 ans pour la tenue des 3 marchés. Donc, ces 3 marchés, le but de ces marchés-là est bien sûr de donner un accès à des produits locaux, frais et nutritifs et d'animer le domaine public. Pas une mince tâche. Alors, quelques informations là, pour l'ouverture des marchés. Le marché Fermier Laurier, qui vraiment a battu encore une fois, malgré les travaux de l'école Laurier, la fermeture de l'école Laurier, a battu des records de fréquentation l'an dernier. Alors, ce marché va se tenir toujours les jeudis et les dimanches du 18 mai au 19 novembre. C'est celui qui est le plus tenace. Il résiste au grand froid et même il y a une possibilité d'ajouter d'autres dates. Je ne sais pas si vous le savez, M. Lacomba. Ça arrive chaque année. Il y a également le marché fermier Saint-Louis, qui, lui, est situé dans le square Saint-Louis, qui va se tenir tous les mardis du 31 juin au 24 octobre, et le marché fermier Baldwin, dans le parc Baldwin, juste en face de l'école Saint-Louis-Gonzague, sur Terrasse Mercure, va se tenir les mercredis du 14 juin au 25 octobre. J'aimerais parler également en 2026, ça va être l'octroi d'un soutien technique et financier de 20 000 $ à l'organisation du Festival international Pop Montréal pour la tenue du fameux marché des possibles. Ça se tient les vendredis, samedis
samedi et dimanche du 23 juin au 1er octobre. Le marché des possibles vise à faire la promotion des artistes locaux, à proposer des événements gratuits pour la famille, les enfants, les petits, les grands, et de la musique en plein air. Il y a également des marchés nocturnes organisés par les communautés queer du quartier qui vont avoir lieu cette année. Et la QV 2023 sera lancée par un grand spectacle de la compagnie de danse contemporaine Au Vertigo. Alors, c'est à suivre. Suivez toutes les informations sur la page Facebook du Marché des possibles et aussi l'arrondissement va vous partager à travers l'infolettre plusieurs informations. Merci. Merci beaucoup. Marie Sterlin. Madame la mairesse suppléante. Bonsoir. On va rester dehors. Première information, la distribution de paillis, de compost et de végétaux, c'est le 27 mai. Ça commence à 10h30. On a 3 points de distribution, un dans chaque district. Un point dans Jeanne-Mance, c'est la Maison de l'Amitié sur Duluth. Un point dans Delorimier, c'est à la Maison d'Aurore sur la rue Garnier. Et dans le Myland, sur la rue Saint-Viateur. Je m'en voudrais d'ailleurs à ce propos-là de ne pas vous dire que la distribution qui est dans le Myland le 27, c'est jumelé avec un festival auquel tout le monde est invité, un festival qui s'appelle Myland en fête, où est-ce qu'on va célébrer par toutes sortes d'événements d'animation, les pratiques qu'on appelle les pratiques vertes. Donc, pour en revenir à la distribution de végétaux, il ne faut pas oublier, c'est donc gratuit pour tous les résidents du plateau, donc ne pas oublier sa preuve de citoyenneté. Et le principe reste le même, premier arrivé, premier servi. Donc, on sait que ça commence à 10h30, mais ça finit quand? Quand il n'y en a plus. Donc, voilà. Ça me permet d'enchaîner sur un autre événement aussi printanier, ce sont les corvées de ruelles. Donc, pour les corvées de ruelles, il y a une information. Si vous connaissez des responsables de ruelles vertes, cette année, ils vont être avertis par courriel, par mail, d'une distribution spécifique pour eux et de plantes, donc parmi lesquelles des plantes grimpantes. Donc, ça, c'est une chose. Par ailleurs, les corvées citoyennes, que la plupart d'entre vous connaissez ici, qui sont une initiative donc, de personnes, on en a eu 21 déjà au mois d'avril. Si on veut avoir le même chiffre que l'an dernier, il y en a encore 40 à faire, parce que l'an dernier, on avait eu 61 grands ménages de ruelles. Donc, comment organiser une corvée? Vous allez sur le site de la ville, vous rentrez Plateau Montréal, comment organiser une corvée citoyenne. Mais c'est ça, ce qu'on va vous dire, c'est toute la marche à suivre. Alors, ce que l'arrondissement fait, il vous fournit quelques sacs, prévoyez-en d'autres, mais des pelles, des gants, etc., ce matériel-là. Puis, on vous dit aussi comment disposer de toutes les saletés que vous récoltez dans votre ruelle. Puis après ça, vous pouvez en profiter. Vous réservez, donc, pour une corvée de ruelle, qui d'habitude, ça se fait la fin de semaine, donnez-nous entre 3 et 5 jours pour l'organiser. Voilà. Bonne soirée. Merci, Marie. Alex Norris. Oui, merci beaucoup, Maëva. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on va bientôt créer un nouvel aménagement cyclable qui va améliorer la desserte de l'Université McGill à partir du boulevard Saint-Laurent. Si vous connaissez bien la rue Prince-Arthur, vous savez qu'il y a une bande à contresens qui mène jusqu'à la rue Hutchison, mais qui ne va pas plus loin. Là, on va la continuer jusqu'à l'Université McGill, jusqu'à la rue University. Ça va être protégé. On va tasser le stationnement vers le centre de la rue. On va avoir une voie à contresens protégée qui va amener à McGill. Ça va être une chaussée désignée avec la circulation pour revenir. Mais en rétrécissant la rue, la voie carrossable, on espère aussi ralentir la circulation. On a souvent des problèmes de vitesse de la circulation véhiculaire le long de ce tronçon de Prince-Arthur, particulièrement en période de pointe en fin de journée, lorsque les gens reviennent du centre-ville, s'impatientent en montant University.
et effectuent un virage à droite. On a bon espoir que ça va améliorer la cohabitation des différents usagers de la route dans ce secteur-là. Tout ça, le début de ces travaux, ça va être des travaux de repavage. On va faire du resurfaçage de ce tronçon jusqu'à la rue Lorne. On ne se rendra pas jusqu'à l'université avec le pavage, le resurfaçage. Mais on va profiter également de la présence d'une équipe de marquage pour faire du marquage d'une prolongation, en quelque sorte, de la piste cyclable sur University, afin de permettre aux cyclistes de descendre vers le sud et rejoindre la piste cyclable University au coin de Milton. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé de solution pour permettre une piste cyclable double, comme ce qui se trouve au sud de Milton, pour permettre aux cyclistes de monter jusqu'à l'entrée d'Université au coin de Prince Arthur. Mais je peux vous donner ma parole que je vais continuer à travailler sur ce dossier et en être le proposeur. Je vais essayer de militer pour obtenir ça et j'espère qu'on pourra trouver une solution. Mais l'ensemble de ces mesures représente une nette amélioration pour la mobilité douce dans le secteur. On va aussi avoir des traversées piétonnières marquées pour la première fois à cette intersection de Prince Arthur et University, qui, même si c'est une entrée un peu perdue, un peu oubliée, mais une entrée de campus universitaire, depuis longtemps, je trouve que les installations sont déficitaires en termes de sécurité. Donc, je pense que ça va être l'amorce d'une série d'actions qui vont améliorer la sécurité à cette intersection. Mais c'est très certainement une excellente nouvelle pour les cyclistes et les piétons. Merci. Ah oui, autre chose que Marianne a oublié de mentionner, je crois, c'est que la piétonisation... Vas-y, Marianne, tu peux le dire. Je n'ai pas besoin de te dire. Non, mais c'est pas une nouvelle, c'est rien de nouveau, mais on voulait juste souligner que, comme c'est le Conseil de mai, que le 20 mai va commencer la piétonisation de l'avenue du Mont-Royal. C'est très attendu. Donc, ça va durer jusqu'à la fin de semaine, jusqu'au lundi de la fête du travail, inclusivement. Donc, c'est après la longue fin de semaine que le démantèlement va commencer. Et donc, on allonge, on prolonge la durée de cet événement de grande rue piétonne magnifique et verdie et animée dans 3 semaines. Non. Alors, je propose maintenant, appuyé par Laurent... Juste un instant, Madame la mairesse. Pardon, désolé. On va continuer l'ordre du jour, si vous me le permettez. Alors, je vais appeler l'article 10.02, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 1er mai 2023. Je propose, appuyé par Laurence Parent, d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 1er mai 2023. Adopter l'article 10.03, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 3 avril 2023. Je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 10.04, période de questions et requêtes du public. Alors, la période de questions du public est maintenant ouverte et sa durée sera d'1 heure, comme à chaque conseil, sauf si le conseil la prolonge, évidemment. Alors, je vous rappelle que vous serez filmé en direct et si vous ne désirez pas être filmé en direct, vous n'avez qu'à le mentionner avant de vous présenter au micro. Et on vous demande de limiter votre intervention au temps alloué de 3 minutes. Alors, la période de questions se terminera donc à 20h35 minutes. Alors, nous allons débuter, comme à chaque séance, par les personnes présentes qui se sont inscrites pendant la période prévue à cet effet, et après quoi, nous allons terminer avec les questions que nous avons reçues en ligne. Alors, j'inviterai donc au micro, pour la première question, M. Vincent Van Dongen. Chers élus, l'incendie du bâtiment patrimonial dans le Vieux-Montréal a fait la manchette. Nous savons maintenant que certains logements étaient sans fenêtres extérieures et que les gens qui s'y trouvaient ne pouvaient en sortir rapidement en cas de feu. 7 personnes sont décédées. Au plateau, vous avez accepté de donner à Open Door,
centre que tout le monde connaît au coin de Milton et Park, un permis pour un changement de statut en hébergement d'urgence. Depuis, une cinquantaine de personnes, la plupart du temps intoxiquées, y dorment chaque nuit dans un sous-sol sans fenêtre, avec pour seul accès un escalier. La question que j'ai pour vous est la suivante. Qui, à la mairie, était responsable de valider, avant l'émission du permis, si ce sous-sol avait été vérifié par le service d'incendie pour loger 50 personnes dans un sous-sol sans fenêtre? Oui, bonsoir. Je vais prendre cette question-là. Donc, comme vous le savez, on en a souvent parlé dans ce conseil d'arrondissement. L'occupation pour un refuge dans le sous-sol de l'église Notre-Dame de la Salette était de plein droit. Il n'y a pas eu de changement de zonage, et c'est une conversation qu'on a souvent eue ensemble au conseil. Alors, pour ce qui est de votre question sur la sécurité incendie, les travaux ont été faits sous la supervision d'un groupe de ressources techniques qui ont travaillé avec des entrepreneurs. Ce sont des experts pour la réalisation de projets d'accompagnement de groupes communautaires et également des projets de logement. Donc, je n'ai pas la réponse exacte. Je ne peux pas vous affirmer ce soir s'il y a eu une visite du CIM. On peut faire les vérifications de notre bord et on vous reviendra avec les précisions par rapport au CIM. Mais pour le zonage, comme on vous l'a souvent dit, c'était de plein droit. Oui, mais juste pour un commentaire, c'est que le centre d'hébergement d'urgence est venu après. C'est-à-dire que c'est récent, ça. C'est un changement de statut qu'il y a eu au niveau de l'occupation de Pont d'Or. C'est un refuge. C'est devenu après ça. un centre d'hébergement d'urgence. Au départ, il n'y avait pas d'hébergement. C'est devenu, en fait, c'était un refuge qui était ouvert du lundi au vendredi de 9h à 5h, qui était fermé la nuit et qui était fermé la fin de semaine. Donc l'enjeu qu'il y avait, c'est que les gens quittaient à 5h et dormaient dans la rue. Et beaucoup de gens du quartier venaient nous voir en nous disant, mais dans le fond, il y a quand même un enjeu parce que ces gens-là n'ont nulle part où dormir. Et Open Door nous a fait la proposition, a souhaité rester ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis une fois de plus, comme je vous dis, ça prenait pas de changement de zonage. C'est un refuge qui était ouvert du lundi au vendredi de 9 à 5. Puis c'est resté un refuge qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et j'ai ma question... Ça, c'était le droit de réponse. Vous avez eu une question et une sous-question. J'ai ma question, la sous-question, c'est simplement, en cas d'incendie, c'est qui est responsable? Est-ce que c'est Open Door, c'est l'église, c'est la ville ou c'est le plateau? Comme on vous dit, on fera les validations avec le CIM. Merci. Au tour maintenant de Mme Mélanie Delbal. Bonjour. On a appris par le comité de bon voisinage que les policiers vont encore installer le container rue Milton, malgré notre opposition. Nous avons fait l'expérience de la présence de ce container l'automne passé. C'est un projet pilote, mais nous n'avons jamais été consultés depuis pour mesurer les résultats du projet. On veut maintenant nous l'imposer pendant 3 saisons, printemps, été, automne. Je viens ici dire à nouveau que ce projet, il n'y a pas vraiment d'acceptabilité sociale. Une trentaine de résidents, incluant les 4 commerçants de l'intersection, vous ont dit clairement leur opposition dans un courriel de groupe. De plus, les policiers ont reçu une 40aine de textos et courriels de protestation. Selon nous, les résidents qui sont là tous les jours, les inconvénients causés ont été beaucoup plus importants que les avantages présumés. En voici quelques-uns. D'abord, au plan de sécurité et criminalité. La nuit, les gens se cachaient sur le trottoir, derrière le container qui servait d'écran. Ça facilitait la consommation et les transactions de drogue illégale, comme du crack, de la wax et de la cocaïne. Il servait d'écran aussi pour commettre des actes d'indécence. Les gens qui vivent à proximité du container faisaient des détours le soir
pour ne pas passer près du container qui était une source de peur et d'insécurité. Au plan salubrité, derrière le container, on trouvait le soir et le matin des vêtements sales, des déchets, des excréments et du papier de toilette. L'odeur était insupportable pour les résidents qui ont leurs fenêtres juste en haut. Imaginez en plein été les vitres ouvertes. Au plan quiétude, les résidents avaient supporté les cris, les chicanes des gens qui s'installaient derrière le container jour et nuit. Donc, voici ma question. On nous dit que le container a pour but de faciliter le travail pour les intervenants auprès des itinérants ou les personnes sans domicile fixe. Pourquoi ne reçoivent-ils pas les gens au refuge Open Door, qui est déjà le lieu prévu pour donner du service aux personnes en situation d'itinérance? Oui, donc ça c'était vos questions. OK, parfait. Oui. Donc on a effectivement reçu des courriels de la part de citoyens comme vous qui expriment des inquiétudes par rapport à la sécurité et à la salubrité. Donc on les prend en considération. Il faut savoir que le container a été installé un peu dans la foulée des recommandations de l'Ombudsman parce que beaucoup de citoyens du secteur disaient qu'ils souhaiteraient voir plus les policiers et plus les intervenants. On a souvent entendu ça dans le quartier de dire, mais dans le fond, on a l'impression qu'il y a une population de sans-abri laissée à eux-mêmes. On ne voit pas assez la police, on ne voit pas assez les intervenants. Donc, c'est sûr que si on veut les voir, puis s'ils veulent être sur place, ben, ça leur prend aussi un lieu pour s'installer. Dans le fond, ils peuvent... Ça leur prend un lieu pour avoir une table, une chaise, et on a pensé à un container qui a l'avantage de pouvoir être fermé la nuit, parce que, bon, en tout cas, c'est l'idée qu'on avait. On a essayé l'année passée, et on a eu des sons de cloche positifs. On a eu notamment des intervenants et des membres du SPVM qui nous ont dit, il y a beaucoup de citoyens qui sont venus nous voir, qui sont venus nous parler parce que, dans le fond, ils savaient qu'on était là. Il y avait un horaire affiché en disant tel jour, telle heure, il y a le SPVM, il y a les intervenants, il y a le centre d'amitié autochtone. Vous allez pouvoir venir leur parler, savoir ce qu'ils font, savoir c'est quoi les enjeux dans le quartier. Donc ça, c'est des commentaires positifs qu'on a eus de la part des citoyens. En ce qui concerne les retours qu'on a eus du comité de bon voisinage, je dirais que le retour est plus modéré que ce que vous avez dit. Donc il y a des gens qui ont vu quand même les aspects positifs et qui également disent qu'il y a des choses à améliorer. Donc, ce qui va être fait, c'est qu'un représentant du comité de bon voisinage va travailler avec le comité de pilotage du container, donc avec le SPVM et les intervenants du milieu, et ce qui va permettre un meilleur arrimage avec le quartier. Ça, c'est pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a ce container. À votre question de dire, mais dans le fond, pourquoi est-ce que les personnes en situation d'itinérance, si elles ont besoin de services, pourquoi elles ne vont pas à Open Door? En fait, c'est parce qu'elles sont libres de leur choix. Elles ont le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'au niveau des interventions, il y avait... Le fait que ce conteneur soit là était plus accessible pour certaines personnes en situation d'itinérance qui ne vont pas forcément aller à Open Door. Donc, ça a quand même des effets positifs. Comme question complémentaire, dans le fond, on avait suggéré aux patrouilleuses des lieux alternatifs pour le conteneur, par exemple. Elle agisse comme agent de liaison entre nous et le poste 38. Puis, en particulier, on se demandait, est-ce que vous avez fait des démarches auprès du propriétaire de l'ancien garage qui, en fait, en ce moment, est complètement fermé, situé sur Sherbrooke, au coin nord-ouest de Jeanne-Mance, pour y installer peut-être le container sur son terrain vide, en y louant comme une portion? Non, on n'a pas fait ces démarches-là parce que l'objectif, c'est vraiment d'être au coin de Milton et Park. Parce que c'est là qu'il y a le plus de personnes en situation d'itinérance qui se tiennent. Mais... Donc l'idée, c'est que les personnes en situation d'itinérance voient les intervenants, que les intervenants les voient, et d'assurer, en fait, parce que ce qu'on entend beaucoup des citoyens, c'est nous disent, mais dans le fond, il n'y a jamais personne, ces gens-là sont laissés à eux-mêmes, oui. Donc on veut... Donc, on peut pas si on répond à une demande, si les citoyens nous disent on veut que vous soyez là,
ben, on va être là, en fait. Puis là, quand on est là, vous nous dites, ben, finalement, est-ce que vous pourriez aller ailleurs? Ça ne fonctionne pas. Donc, l'aménagement, j'ai peut-être pas le droit de faire qu'est-ce que je suis en train de faire. non, en fait, non. Si regardez, ça fait la deuxième personne qui essaie d'avoir une conversation, donc je vais tenir ma ligne et dire non, vous avez eu votre droit de réponse, mais vous pouvez toujours m'écrire si vous avez d'autres suggestions. Oui, c'est bon? c'est correct. OK, merci. Au tour maintenant de M. Alain Couture. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, chers élus. Je viens ici ce soir pour la première fois pour vous parler d'une problématique que je vis dans mon quartier. J'habite dans le district de Lormier. Et il y a beaucoup de tags et de graffitis dans mon quartier. J'appelle le service 3-1, je lui demande d'effacer les graffitis dans des équipes. Ils me rappellent, ils me disent on va le faire au courant de l'été. Mais il y en a vraiment beaucoup. Je n'ai pas de preuves photographiques ou d'autres preuves avec moi, mais si vous passez par la piste cyclable, vous allez voir, c'est le chaos total. Ils attaquent tous les bâtiments qu'ils peuvent attaquer. Évidemment, ils font ça de nuit. Je suis allé voir les services de police. Ils m'ont dit, M. Couture, on n'a pas le temps de s'en occuper, on a d'autres chats à fouetter, en bon québécois. Puis là, c'est pas plaisant. Je sors de chez moi, puis tout ce que je vois, c'est des tags, des graffitis. Il y a les deux très grosses garderies sur ma rue. L'éléphant bleu sur Sherbrooke, puis le meilleur sur Rachel. Puis je voudrais qu'on trouve une solution pour arrêter ça. J'ai dit, s'il faut qu'on installe des caméras de surveillance sur les édifices pour que ça arrête, parce que là, c'est rendu vraiment hors de contrôle, puis je ne trouve pas ça acceptable. Je me suis promené à New York dans le Bronx, puis c'est moins pire que ça. Merci, chers élus. Trouvons une solution ensemble. Je vais prendre votre question. Merci, merci beaucoup comme conseillère de Lorimier. D'abord, en arrondissement, on prend ce problème-là au sérieux. On a un budget de 850 000 $, c'est quand même assez significatif, qui est octroyé par contrat à une entreprise qui fait le nettoyage des graffitis. Ça se fait, des graffitis, des tags, ça se fait... ça ne peut pas se faire l'hiver parce que ça se fait avec l'eau, donc on ne peut pas travailler quand il fait en bas de 0. Ça limite la durée des interventions possibles. Et vous l'avez bien mentionné, là, c'est quand même un fléau dans son genre. C'est très répandu. Il y en a beaucoup. On a aussi pris du retard. En fait, à la fois un peu de retard, puis il y a eu une explosion du phénomène pendant la pandémie. Je pense qu'il y avait beaucoup de jeunes désœuvrés qui se sont mis au tag et au graffiti. Moi, je ne veux pas faire de l'âgisme, peut-être pas que des jeunes. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire, il y en a beaucoup chaque année. Donc, oui, si vous avez fait la bonne chose de faire la requête au 3-1 pour que ce soit dans la liste. Ensuite, on peut aussi, ceux qui le souhaitent, là, c'est peut-être pas votre cas, ça n'a pas l'air d'être ça, mais si vous avez des graffitis, des tags sur votre propriété, on offre le service de location d'une machine pour faire le nettoyage vous-même. Vous pouvez aller à la remise, là, c'est la bibliothèque à outils qui est située sur l'avenue des Pins. Donc, vous pouvez aller emprunter la machine là, pour nettoyer vous-même. Ça marche bien. Je ne le sais pas. Après, là, effectivement, bon, pour la police, je comprends pourquoi ça c'est pas en haut de la liste des priorités d'intervention. Là, je ne sais pas si le commandant Arsène Gaudreau du poste 38 est ici. Si vous voulez en profiter pour faire le point là-dessus, là, je vous offre la possibilité, vous n'êtes pas obligé. Mais bon, c'est certain qu'ils ouvrent quand même l'œil. Il y a des patrouilles qui se promènent la nuit. Chaque année, il y a quand même un certain nombre là, de graffiteurs qui sont pris sur le fait et donc qui doivent répondre de leurs actes avec des travaux communautaires et des amendes qui peuvent être assez substantielles. Donc, on prend le problème au sérieux, mais ce n'est pas évident, effectivement, trouver la solution ensemble. On a à la Ville-Centre la concertation des arrondissements, qui est le service central qui fait travailler en commun l'intelligence des 19 arrondissements à Montréal, qui cherchent aussi une solution, parce que ce n'est pas qu'au plateau. On a espoir aussi que peut-être que quelque chose arrivera de cette réflexion-là. Donc, on comprend que le problème est important, mais on déploie
enfin, au moins le budget qu'il faut pour limiter les dégâts. Au tour maintenant de M. Joshua Koch. Bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis là ce soir en fait pour vous relayer un petit peu le questionnement, puis parfois même la colère de certains citoyens. On est venu la dernière séance du Conseil vous présenter une pétition de plus de 250 signatures de mémoire le 3 avril dernier concernant la sécurité routière sur la rue Saint-Hubert. Donc ça part de l'avenue Mont-Royal, puis ça monte. Je vais me permettre ce soir de faire un petit rappel des faits. C'est une situation qui commence vraiment à être très problématique. La rue est très serrée. Beaucoup de dommages au niveau des véhicules, des voitures arrachées, des rétroviseurs. Au niveau matériel, on est quand même assez... ça a été documenté avec beaucoup de photos. Donc ma question, en fait, elle est très simple pour vous ce soir. C'est... On est venu donc au dernier conseil, on a été plusieurs à présenter le point, et ce soir je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un plan d'action qui a été mis en œuvre, est-ce que la question a été priorisée, est-ce qu'il y a une réflexion qui a été entreprise sur d'éventuelles pistes de solutions. Donc ma question, elle est là ce soir. Merci. Madame Giguère. J'étais dans la ligne. Oui, je suis désolée, je continue à réfléchir avec mes collègues sur la question des graffitis. Donc, pour la rue Saint-Hubert, on a eu plusieurs interventions au conseil du mois dernier, et donc on a travaillé avec l'équipe des services techniques. J'étais tellement dans la lune là, que je suis vraiment désolée, là, c'est un peu honteux, mais on se distribue les questions, puis j'ai perdu le fil que je devais écouter la vôtre. Donc, pouvez-vous juste répéter? Oui. Je ne veux pas passer à côté. J'avais dit que je répondrais sur les questions de la rue Saint-Hubert, mais vraiment, quelle est votre question précise là, sur la question? Puis, encore une fois, je suis désolée. Je vous en prie. La question, elle est assez simple. En fait, on est venu déposer une pétition de plus de 250 signatures, puis on voulait savoir, est-ce que certaines démarches ont été entreprises? Est-ce que le problème a été priorisé? Et est-ce qu'on a des solutions sur la table ce soir pour répondre à ces citoyens? Donc, oui, il y a certaines solutions qui sont en cours d'être implantées. D'abord, il y a un panneau d'arrêt, un panneau qui va être installé à l'intersection de Saint-Hubert et Rachel. Donc, pour que tous les véhicules lourds soient déviés bien en amont et donc éviter qu'ils se retrouvent coincés sur la rue Saint-Hubert là, pendant la durée de la piétonisation. Est-ce que ça sera pertinent de le laisser même quand il n'y a pas la piétonisation? Ça s'étudie effectivement parce que la rue ne deviendra pas plus large, quoique ils peuvent prendre Mont-Royal quand la rue est accessible, mais ça ne les empêche pas des fois de s'y aventurer. Là, on l'a bien compris, c'est le cas en ce moment. On a vu vos photos. La demande pour un atténuateur, là, une persienne qui serait placée sur le feu de circulation à Saint-Joseph pour que ce ne soit pas visible et donc éviter les gens qui accélèrent, qui se dépêchent pour attraper la lumière verte. Elle a été faite, ça c'est géré par un service central qui s'occupe de tous les feux de circulation. Ça prend quand même plusieurs mois. Ils doivent faire une analyse et après ça, un certain temps pour que ça devienne le tour de l'intersection pour que la persienne comme telle soit installée. Bon, vous avez vu qu'on a rétréci là, la rue par des balises là, pour éviter aussi la vitesse. Ça, c'est quelque chose. Encore une fois, on l'avait dit la dernière fois, l'ajout d'un arrêt à l'intersection de Guilford, les ingénieurs ne sont vraiment pas à l'aise avec ça parce que ça induit un faux sentiment de sécurité. On imagine, comme piéton, que les automobilistes vont nécessairement s'arrêter, mais à cause du problème du feu ou parce que le débit ne justifie pas pour l'automobiliste habitué. Il sait qu'il n'y aura jamais d'auto dans l'autre sens, donc il s'habitue puis il n'arrête pas. Donc, la sécurité est peut-être moins grande que d'attendre de s'assurer que le passage piéton est bien vu par l'automobiliste et qu'il va donc s'arrêter. C'est tout le temps délicat, l'ajout des panneaux d'arrêt à cause de ça. Et pour les dos d'âne, on a fait la demande. Ça ne pourra pas être fait cet été, par contre, parce qu'il y a
il y a des travaux annoncés là, de planage et de revêtement, mais par la suite, l'an prochain, ça sera sur la liste des dos d'âne pour la vitesse. Parfait, oui, merci. Donc, en attendant que toutes ces solutions-là soient déployées à court terme, en tant que bon citoyen, on sait que les lois et les règlements sont faits pour être respectés. Donc, comme fort probablement les panneaux ne sont pas assez dissuasifs pour empêcher les gros poids lourds de s'aventurer et puis d'arracher une bonne partie de nos autos, est-ce que vous comptez, par exemple, déployer des contrôles, de la verbalisation sur tous les véhicules qui ne sont pas autorisés à emprunter cette voie-là, tout simplement d'être verbalisés? À court terme, ça se fait très bien. Est-ce que vous avez les moyens de pouvoir le faire? C'est pas une route de camionnage, la rue Saint-Hubert. Donc, normalement, un poids lourd, un gros camion n'a pas le droit de s'y retrouver. Ça ne peut pas concerner nécessairement tout le monde. Là, je me souviens qu'il y avait une photo d'un autobus d'une compagnie. Il y a beaucoup de camions qui passent. Mais c'est ça. Non, mais les camions, en fait, on peut déjà les verbaliser et leur remettre des contraventions, sauf si ils ont un bordereau de livraison qui justifie leur présence. Ça, il y a effectivement de la surveillance qui peut être faite en ce sens-là. Il y a déjà un certain point de l'arrondissement où c'est très fréquent, où c'est fait périodiquement. On peut faire la demande pour que ce soit fait pour Saint-Hubert, mais on va espérer qu'en les avertissant que ça ne passe pas, que ça soit quand même assez dissuasif, là, ces personnes souhaitent être coincées et perdre temps et argent. Oui. Ouais. Donc, à court terme, on compte sur vous, c'est ça? Excellent. Merci. Merci beaucoup. J'appelle maintenant M. Jean-Claude Grenier. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis ici pour parler de la propreté. La Cour des Pères à Saint-Sacrement, la rue Berry, la rue Rivard, le terrain du métro. C'est très sale. À chaque semaine, le balai est supposé de nettoyer, passer, tout ça. Depuis le premier, ça fait 3 fois qu'il passe. Les autres années avant, c'est pareil. Avant qu'ils ont réussi à enlever la croûte l'année passée, ça a fait quasiment au mois de septembre. C'est épouvantable. Moi, ce que j'aimerais ça qu'on étire les brigades des gens qui ramassent des déchets avec des pinces là, sur ces rues environnantes-là, peut-être au métro plus, parce que c'est vraiment problématique. Le monde, il passe, il vide la bouteille de bière, canette, n'importe quoi. Là, maintenant, on a des tubes de vapoteuses. Ça traîne partout, puis le balai ne peut pas ramasser des gros déchets. J'aimerais ça qu'on pourrait étirer les brigades, justement, de nettoyage. J'ai parlé à Mme Parent il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé un petit peu qu'il y avait des seringues qui étaient dans le palier du métro. On a trouvé, on les a fait retirer parce que j'étais allé voir monsieur au kiosque du métro, tout ça. Mais c'est vraiment sale, puis il ne passe pas très, très souvent le balai. À chaque fois, on me dit, monsieur, il y a des bris, mais les bris à chaque semaine, je ne crois pas à ça. C'est que ça commence. Puis la poussière lève. Moi, j'ai une maison, puis il y a des poussières qui montent jusqu'au 3e. Ça n'a pas de bon sens. J'ai déjà suivi un moment donné un gros camion citerne avec des balais. Puis il y a un exhaust sur le dessus. Puis à moitié de la rue, je ne le voyais plus. Trop de poussière. Puis la madame me dit, à un moment donné, monsieur, il faut de l'eau. J'ai pas mis d'eau dans mon camion, madame, il y a des bonnes fontaines sur le bord, là, on peut remplir le camion. C'est ça mon problème. Moi, c'est la propreté. J'aimerais ça qu'on s'occupe, on ait une attention particulière avec aux rues environnantes du métro et le métro. Il y a 2 contenants à déchets au métro seulement. Vous voyez maintenant l'étendue, un beau métro, c'est super. Là. Puis il y a bien de la place à s'asseoir, mais il y a 2 contenants à déchets. Il devrait en avoir 6, il devrait peut-être avoir des cendriers à mégots. Je demanderais aux intervenants, s'il vous plaît, de parler plus près du micro, si c'est possible. Parce qu'on vous entend mal à la diffusion. Okay. Alors, parlez le plus proche possible du micro, s'il vous plaît. Est-ce que... Oui, on a compris votre question. J'ai demandé à M. Norris de répondre. Oui, alors merci pour votre question. On prend bonne note de vos commentaires. La propreté est une priorité pour nous, c'est certain. Toutes nos opérations, ou une bonne partie de nos opérations de propreté ont été retardées en raison de tout le ramassage des branches et des arbres qui sont tombés dans
tempête de verglas récemment. C'est une tâche colossale de ramasser tout ça. Nos cols bleus ont été occupés avec ce travail qui est prioritaire parce que ça implique souvent des questions de sécurité publique. Donc, ça explique une bonne partie des retards qui ont été observés dans les opérations de propreté ce printemps. Mais je suis certain que nos services ont pris bonne note de vos commentaires et on va... Je peux rajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Depuis 2022-2021, j'appelle le 3-1, j'ai pris l'application de la Ville, on m'envoie une notification comme quoi que c'est réglé, c'est un message automatique, ce n'est pas fait. OK, on va pas faire... excusez-moi, on va juste respecter... Oui, je vais répondre à cette question complémentaire. Dans de tels cas, si vous interpellez le 311 et vous obtenez votre numéro de dossier et rien n'est fait dans un délai adéquat, vous pouvez nous emailer, envoyer un courriel à votre conseiller municipal. Si vous êtes au sud de l'avenue du Mont-Royal, c'est Maëva Villain ou moi-même. Avec le numéro de dossier, on peut faire un suivi auprès des services. D'accord. Ça, je voulais faire avec Mme. J'ai dû vous passer ici avant. Merci. Merci. Alors, Mme Aïda Martinez, c'est à vous. Parlez près du micro, s'il vous plaît, madame. Merci. Bonjour à tous. Lors de notre dernière présence ici en avril dernier, plusieurs citoyens ont communiqué leurs préoccupations importantes concernant la sécurité routière sur les plateaux, comme on vient aussi d'écouter. J'aimerais ce soir appuyer un point complémentaire qui touche aussi la sécurité des résidents et c'est les nids de poules. Les nids de poules sur les tronçons de Saint-Ouvert entre l'avenue Mont-Royal et la route de Bienville ne sont plus tolérables. La situation est très préoccupante. Année après année, la ville patche et repatche ces tronçons. La roue est vraiment très étroite, comme on vient de le dire. Les trous de plus en plus gros et profonds. Les voitures y passent vraiment très vite. Elles freinent au dernier moment, font des écarts pour éviter les trous, frôlent les voitures stationnées. Et cela génère un nombre considérable de dommages matériels. Au-delà des dégâts matériels, j'attire donc votre attention sur l'aspect sécuritaire. L'autre jour, je me stationnais devant ma maison au 4563 de Saint-Ouvert et en ouvrant la porte de ma voiture, une autre auto qui tenait d'éviter un nid de poules géante est passée à 2 doigts, je dis bien à 2 doigts, de m'arracher la porte et aussi mon bras à côté. Ma question pour vous ce soir est très simple. Il y a des patchs de partout et au bout de 12 semaines ou 3, les trous sont de nouveau là. Quand vous allez refaire les tronçons de la rue Saint-Ouvert entre Mont-Royal et de Bienville, j'écoutais la réponse que vous avez donnée à Mme Guiguer pour la question de la vitesse, que vous allez peut-être l'année prochaine faire je ne sais pas comment on dit les dodanes. C'est ça. Est-ce que je ne sais pas si, après qu'on avait écouté aussi les projets de faire les roues et tout ça, c'est clair que voilà, Saint-Ouvert, ce n'est pas pour cette année, mais s'il est plein de faire ça, les petites choses qu'il faut pour diminuer la vélocité, est-ce que ça pourrait être un projet à mettre dans la liste des priorités pour l'année prochaine pour vraiment refaire la roue à Saint-Ouvert sur les tronçons de Mont-Royal avec des Bienville parce que c'est vraiment nécessaire. Madame Plaude. Oui. Merci. On en prend bonne note. Et comme on l'a mentionné un peu plus tôt, les travaux qu'on appelle du PCPR, qui s'agit entre autres de faire du resurfaçage, ces travaux-là qui vont nous permettre de faire les dodanes vont nous permettre aussi d'améliorer la surface entre Mont-Royal et Guilford. Donc, c'est prévu cette année. C'est prévu cette année? Je pensais que c'était 2024. Mais 2023? 2023, ben c'est encore mieux. C'est dans le plan de le refaire. La roue complète? Ah, OK. Mais on parle de Mont-Royal et de Bienville. Oui. C'est ça? Ah, OK, parfait. Monsieur Morin, si vous voulez expliquer peut-être un PCPR... Oui, ben en fait, ça implique quoi? Je ne sais pas si vous avez entendu la présentation de Benoît Mallette plus tôt. Dans le fond, c'est qu'on vient, dans le fond, regratter toute l'asphalte et on vient juste remettre une nouvelle couche d'asphalte, mais au complet. Donc, sur toute la chaussée, plutôt que de faire des patchs sur les nids de poules, on refait l'asphalte au complet. Parfait. Parce que je n'avais pas vu cette tronçon-là de la rue Saint-Hubert, je ne l'avais pas vue, mais peut-être je l'ai manqué. Alors effectivement, mais c'est inclus cette année. Parfait. Merci.
Au tour maintenant de Mme Céline Morin. Bonsoir, chers élus. Je suis contente d'être de retour. Je viens vous parler parce que ceux qui sont connectés avec moi sur Facebook ont peut-être vu une publication que j'ai faite concernant la fameuse terrasse du Café Dispatch. J'avoue, je sais qu'il n'y a personne qui prend toujours que des bonnes décisions, mais celle-là, on a besoin de me l'expliquer. Parce que je n'ai pas compris parce que ça va contre la philosophie de Projet Montréal pour laquelle je suis impliquée, c'est-à-dire le bien commun avant le bien individuel et personnel. Puis ça va à l'encontre complètement, parce qu'on a sacrifié l'arrêt d'autobus de la 55, qui est à côté du marché Franco, qui déménage en ce moment, de l'épicerie Ségal. Il y a plein de gens qui prennent la 55 avec des sacs d'épicerie, des boîtes. Non seulement on a cancellé l'arrêt d'autobus, on ne l'a même pas déplacé un peu au nord de Duluth, ce qui aurait très bien pu être fait. Mais en plus, c'est que sur Duluth, quand on tourne à droite, il y a deux terrasses. Il y a la terrasse du Suzanne, il y a la terrasse du Réservoir. Et entre la terrasse du Suzanne et le terre-plein avec des plantes qui est au coin de Duluth, le long du Café Dispatch, il y a 2 espaces de stationnement qui auraient été fantastiques pour une terrasse. Non, on a sacrifié la 55 pour mettre la terrasse, réduire la largeur du trottoir et mettre une terrasse pour un commerce qui ferme le plus tard, c'est 19 heures. Donc, après que le commerce est fermé, on n'a pas d'arrêt d'autobus, mais la terrasse est vide. Fait que je veux savoir où est-ce que cette décision-là s'est prise, puis s'il y a la moindre chose qu'on peut faire pour que ce soit déménagé sur la rue du Luth. Et j'ai téléphoné au 311, j'ai contacté au 311, on m'a dit « Ah, bien c'est pas nous, c'est la STM ». Bon, j'ai dû appeler la STM. J'ai parlé avec quelqu'un de vive voix à la STM qui m'ont dit « OK, on va vous revenir ». On ne m'est jamais revenu là-dessus. Puis moi, je peux pas croire que quand on prive les citoyens d'un service aussi essentiel qu'un arrêt d'autobus, le seul autobus qu'on a là, entre le parc et Saint-Denis, je ne peux pas croire que l'arrondissement n'a pas un pouvoir d'influence sur où est-ce que la STM va mettre l'arrêt. On ne le déplace pas, on l'annule complètement. Est-ce que c'est uniquement pour sauver des espaces de stationnement? Je ne veux pas croire que vous auriez accordé un permis là pour éviter de perdre 2 parcomètres. Je ne peux pas croire ça. Fait que j'ai besoin d'une explication. Oui, on va demander à Laurence Parent de vous expliquer cela. Bien, je vous rassure que le transport collectif, c'est important pour nous. Et vous avez la chance aujourd'hui d'avoir l'oreille de la vice-présidente de la STM qui n'a pas non plus tous les pouvoirs sur les arrêts d'autobus à Montréal, malheureusement. Non, mais sans blague, on va faire la lumière sur cette question-là. Je n'ai pas plus de détails pour vous. Vous dites que vous avez vu un endroit à proximité où un arrêt pourrait être facilement aménagé. À suivre. Des fois, il y a des raisons qui expliquent des choses qui nous semblent complètement aberrantes. Mais ce soir, je peux juste m'engager à faire le suivi puis à faire la lumière sur cette question importante. Merci. Mon complément? J'ai droit à un complément? Oui. Bon. C'est que si on prend, par exemple, la rue Saint-Denis, avec tous les nouveaux aménagements que je salue haut la main, on a déplacé les arrêts d'autobus qui étaient sur les... Par exemple, prenons la 30 Nord, la 30 qui monte là, du côté est de la rue. On a déplacé les arrêts après l'intersection. C'est parfait. C'est pas toujours bon, mais c'est fait. C'est fait, puis c'est bien. On n'a pas sacrifié d'arrêt. On aurait tellement pu faire la même chose sur Saint-Laurent, puis déplacer l'arrêt au nord de Duluth. J'ai aucune idée pourquoi que c'est pas le cas actuellement. On va juste s'assurer d'avoir la réponse si c'est possible de le faire. Je ne vois pas pourquoi qu'on ne le ferait pas, parce qu'on comprend l'importance de l'accès au réseau d'autobus. Parfait. Merci. À suivre. Oui, on a un conseil d'administration de la STM demain aussi. Wow. Ah oui. Ah. Pas demain, mercredi. Mercredi. Oui, oui. Ouvert. Le droit. J'ai envoyé une photo à madame. Vous fait suivre. Merci. Au tour maintenant de M. Robert Perrault. Bonsoir. Je me sens un peu mal à l'aise parce que moi, j'ai un tout petit problème personnel qui n'est pas aussi collectif que ceux que j'ai entendus tantôt, mais
peut-être que ma question pourra intéresser beaucoup de citoyens et de Montréalais. J'habite la rue Chambord, un duplex. On veut rejointer les pierres de la façade. Je pensais avoir besoin d'un permis. Je me présente au service pour avoir le permis. Et là, on m'explique qu'on ne pourra pas me le donner parce que il faudra que j'ai d'autres soumissions pour refaire la corniche qui n'existe plus, qui a peut-être existé un jour. La propriété, je suis propriétaire depuis 27 ans de cette maison. Il n'y avait pas de corniche. Moi, je dois dire dès le départ que je suis tout à fait en faveur des corniches, tout à fait d'accord pour les protéger. J'ai aucun problème avec tout ça. Mais bon, il n'y en avait pas. Et donc, on demande un peu, qu'est-ce qu'il faut faire? On nous explique que ça prendra un permis. Donc, ça veut dire arrêter les démarches qu'on avait faites, en refaire d'autres. Il y a des frais importants, 15 à 20 000 $. Et là, évidemment, ça s'ajoutait pour ma copropriétaire et pour tout le monde à une facture de 30 quelques mille $ pour le toit, 24 000 $ pour les fenêtres et les portes, 40 000 $ pour le rejointage, un autre 15 000 $. Bref, on s'est dit, difficile. Alors, j'ai demandé tout simplement la chose suivante. J'ai demandé au service, c'est quoi le règlement qui nous oblige à faire ça? Puisque quand on lit le site officiel de la ville, section Plateau-Mont-Royal, dans la rubrique réparer ou remplacer un revêtement extérieur, on retrouve le texte suivant. Vous n'avez pas besoin de permis pour entretenir ou réparer le revêtement extérieur d'une propriété. Ah, on m'a dit non, mais parce qu'on a adopté un nouveau règlement, c'est le règlement 6401 qui a été adopté en 2020. Et ce règlement, bon, on a recherché c'est quoi le règlement, on l'a demandé, et le règlement dit ceci: lors des travaux de remplacement des parements sur la partie supérieure d'une façade, le couronnement doit être reconstruit conformément à sa forme originale. Le problème, c'est qu'on ne remplace pas, on fait du rejointoiement et on aura à réparer un œil de bœuf, là, un petit peu dans un coin, un ventre de bœuf. Alors, la question qui, d'après moi, intéresse les citoyens, qui est plus large, qui est celle que j'ai posée au service, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas d'accord avec l'interprétation du service? Dans le sens qu'on trouve abusif d'aller au-delà de la réglementation. Le texte de la réglementation me semble clair. On parle de remplacement. J'ai même été voir dans le petit Robert ce que ça voulait dire. Moi qui ai le grand Robert, je suis allé voir dans le petit Robert. Et dans le fond, ce que ça dit, c'est très clair. C'est quand on remplace quelque chose par quelque chose d'autre. Merci beaucoup, M. Perrault, pour votre question. Étant donné qu'il s'agit d'une question d'interprétation d'un règlement, je vais laisser la parole à notre collègue Jean-François Morin. Oui, bien, merci beaucoup. En fait, ce que je vous propose, c'est que je vais reprendre connaissance de votre dossier demain, puis je pourrai communiquer avec vous pour avoir plus de détails, là. Puisque j'entends ce que vous dites, mais je vais quand même consulter mon équipe pour voir un peu comment ça a été interprété, puis je pourrai recommuniquer avec vous. Je crois que j'ai vos coordonnées aussi. Non, j'ai votre adresse, mais je pourrais peut-être prendre vos coordonnées après la séance, puis communiquer avec vous. Je ne serai peut-être pas capable de rester jusqu'à la fin de la séance, mais je pourrai vous rejoindre. Oui. OK, je vous remercie. Puis, Merci dans à le vous. fond, la question, c'est elle intéresse les autres citoyens dans le sens suivant. Qu'est-ce qui se passe quand un citoyen a de la difficulté à s'entendre avec un service sur l'interprétation d'un règlement? Oui, donc bonne question. Dans le fond, c'est pour ça que c'est une partie de notre travail. Donc, vous pouvez vous adresser aux élus. Donc, quand vous avez des commentaires à la fois sur l'interprétation d'un règlement ou même souvent sur si vous avez des suggestions sur la modification d'un règlement. Notre règlement d'urbanisme est souvent régulièrement adapté à la réalité du quartier. Donc, on écoute les citoyens aussi. Donc, n'hésitez pas à contacter vos élus. Puis, même si c'est un cas particulier, vous êtes tout à fait bienvenue au conseil d'arrondissement pour ce genre de questions. C'est tout à fait légitime. OK, parce que... Voilà, là, vous avez eu vos deux questions, puis il faut que je sois strict. Je n'ai pas de Merci. questions. C'est simplement pour dire que peut-être aussi dans les relations avec les citoyens, quand j'ai soulevé cette question auprès des gens, je ne vais pas les accabler. On m'a répondu la question suivante. On m'a répondu ceci. On m'a dit, vous pouvez toujours vous essayer, vous ne gagnerez jamais. OK, c'est noté. Merci. Ben, dans ce cas-là, il y a toujours l'ombudsman. Si vous pouvez écrire à l'ombudsman si vous jugez qu'on vous a traité de façon non équitable.
Si vous permettez, M. Perrault, comme on a eu l'occasion de parler de ce cas particulier, j'ai eu l'opportunité de m'informer et effectivement, l'article que vous avez cité exige que lorsqu'on enlève une partie du parement supérieur, que le couronnement soit remplacé également. Ça, c'est l'état du règlement. C'est un règlement qui est en vigueur depuis avant même que Projet Montréal ne soit porté au pouvoir. C'est tout sous Mme Fotopoulos que ce principe de retour aux éléments architecturaux d'origine a été instauré à l'arrondissement. Mais nous sommes en réflexion actuellement quant à des réformes qu'on pourrait mettre en place afin d'assurer un meilleur arrimage entre la préservation du patrimoine et la capacité des propriétaires de maisons de financer ces travaux-là. Donc, je m'excuse. Là, non, c'est moi qui vais. Oui, je m'excuse. Mais le texte, c'est remplacement. OK, Monsieur Perrault, c'est remplacement. on va pas faire un dialogue sur un sujet. Donc, Monsieur Morin sera en contact avec vous. Le prochain intervenant, Monsieur Pierre-Louis Houle. Bonsoir, Madame la mairesse suppléante Villain, Monsieur le conseiller de ville Norris. Tout juste avant de commencer, j'ai cru comprendre qu'il y avait un représentant des forces de l'ordre ici. Alors, en toute sécurité, je voulais remettre, pour en disposer de façon sécuritaire, des seringues que j'ai trouvées derrière chez moi. J'ai déjà fait ma corvée de ruelles. Et puis là, je vous adresse la question suivante. Le refuge Open Door a été installé au sous-sol de l'église Notre-Dame de la Salette, sur l'avenue du Parc, en 2018. Ce refuge devait être un projet pilote. On avait promis à l'Église et aux citoyens de Milton Park qu'Open Door serait bien géré. Open Door, M. Chapman, avait promis que ce refuge s'occuperait de minimiser son impact sur le quartier. L'équipe de la mairie du Plateau nous avait aussi promis que tout irait bien. 5 ans après, en 2023, les preuves sont faites. Nous avons été bernés par les promesses qui n'ont pas été tenues. Question. Est-il vrai que la ville ou l'arrondissement a voulu acheter l'église? Si c'est ça votre question, la réponse est non. La ville n'a jamais pensé acheter l'église Notre-Dame de la Salette. Et d'ailleurs, merci Marianne, elle n'a jamais été à vendre non plus. Elle n'est pas à vendre. Pour répondre à ma question. Merci. Et la ville aussi? La ville et l'arrondissement n'a jamais voulu acheter. Si j'ai des conseillers élus à la ville. Écoutez, moi, je suis là depuis 2009. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel projet, à quelque niveau que ce soit, au niveau politique ou administratif, à l'intérieur de la Ville de Montréal. Donc, je suis assez confiant à vous dire que non, ça n'a jamais été dans les plans de la Ville de Montréal. Merci de votre réponse. Prochaine question de Mme Laurence Galipeau. Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à souligner le travail remarquable de la réfection de la rue Bague. La rue Bague, c'est un petit tronçon où on est heureux propriétaire de 3 triplex, donc locatifs à principalement des étudiantes de McGill âgées entre 19 et 21 ans. Les clients de la rue Bague, qui sont locataires de nous, propriétaires, et plusieurs autres propriétaires de la rue, avons malheureusement remarqué une recrudescence de la violence, de la malpropreté et des entrées par infraction. À titre d'exemple,
nous avons une locataire où un itinérant est venu prendre sa douche pendant qu'elle était à domicile. Tout récemment, il y a 2 semaines, des policiers sont intervenus puisque nous préparions la saison des déménagements et mon mari était sur l'échelle, mes enfants étaient à côté, on aidait et un itinérant est entré par l'arrière. Donc, ceci étant dit, cette mise en contexte, on a remarqué une recrudescence des entrées par effraction, le nombre d'itinérants. Notre résidence principale est près d'Outremont, donc Border, Myland et Outremont, où on connaît très bien nos itinérants, nos personnes en situation d'itinérance, qui se comptent sur le doigt d'une main. La propreté sur la rue Laurier a été prise en charge. Nous descendons voir nos locataires maintenant situés sur la rue Bague et on remarque une situation qui se démarque énormément du phénomène d'itinérance présent sur Laurier par rapport au boulevard Saint-Laurent, entre le quadrilatère très précis, entre Duluth, Saint-Cuthbert, Saint-Laurent et Saint-Urbain. Nous avons questionné M. Zoubris à ce sujet et nous avons eu vent qu'il y a un refuge instauré par le gouvernement provincial à l'hôpital Hôtel-Dieu. Super! Nous on aide beaucoup à divers niveaux sociaux et c'est bien correct, mais il faut noter ici que ça l'affecte, ce quadrilatère, de façon précise. Question insalubrité, nous voulons connaître qu'est-ce que l'arrondissement, plus particulièrement les conseillers en charge de ce quadrilatère-là, en ce qui est trait à la propreté. C'est la corvée citoyenne et je ne peux pas mettre mes enfants dans cette situation cette année, qui est totalement différente avec celle de l'année dernière. Nous avons le propriétaire de la synagogue qui viendra au prochain conseil également, puisque lui aussi a remarqué une recrudescence des personnes en état d'itinérance. On se demandait aussi quel intervenant allait agir lorsque les personnes sont désorganisées. Le service de police a répondu à 15 appels depuis le mois de février, puisque nous devons appeler pour nos locataires ou nos locataires même, parce qu'on a du monde qui crie à toute heure de la journée. Donc, on se demandait quel intervenant allait agir, et plus particulièrement, si la Ville pouvait mettre en place des solutions pour accompagner les personnes lors de leur sortie de l'hôpital Hôtel-Dieu. Oui. Merci. Je vais prendre la question. Donc, effectivement, il y a 2 ans, pendant la COVID, en fait, il y a à la place Émilie Gamelin, à l'hôtel, il y a eu un grand refuge qui a été ouvert par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour accueillir les personnes en situation d'itinérance. Comme vous le savez, pendant la COVID, en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui se sont retrouvées en situation d'itinérance parce qu'il y avait beaucoup d'itinérance cachée, c'est-à-dire des gens qui vivaient un sofa un peu à droite à gauche, puis ils ont été précipités dans la rue. Donc, on a eu une augmentation importante du nombre d'itinérants. Donc, cet hôtel a été réquisitionné par le ministère de la Santé et des Services sociaux. À la fin de la COVID, le propriétaire de... Enfin, en tout cas... Oui, bon. Il y a eu transition. OK, le propriétaire de l'hôtel a voulu récupérer son hôtel et l'Hôtel-Dieu appartient au ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, il s'est dit, bon, il faut quand même continuer à offrir un hébergement pour ces personnes-là. Donc, on va le faire dans un lieu qui nous appartient, l'Hôtel-Dieu. Nous, on a été avertis en même temps que tout le monde que le refuge allait ouvrir à l'Hôtel-Dieu et que 100 personnes allaient dormir la nuit à l'Hôtel-Dieu. Nous, ce qu'on s'est dit, les élus locaux, c'est OK, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant toute la journée si ils vont là la nuit? Donc, on a travaillé avec le ministère de la Santé pour leur dire, regardez, c'est important que l'endroit reste ouvert aussi pendant la journée et aussi qu'il y ait un endroit à l'extérieur parce qu'on sait que les gens, comme tout le monde, vont pas rester toute leur journée dans la chambre. Est-ce qu'ils ont un endroit où ils peuvent fumer une cigarette, etc. Donc, il y a un espace qui a été installé sur le stationnement de l'Hôtel-Dieu. Donc, c'est 2 choses majeures qu'on a travaillé avec le ministère de la Santé et on était satisfaits. La première année, ça a relativement bien été. On a eu peu de plaintes dans le secteur
Et l'année passée, le printemps passé, on a eu beaucoup de résidents comme vous qui sont venus nous voir en nous racontant un nombre important d'incivilités. On a communiqué avec le SUS et là, ils nous ont expliqué qu'ils avaient augmenté le nombre de chambres à l'Hôtel-Dieu en raison, une fois de plus, de la crise de l'itinérance à Montréal en disant, ben, regarde, on a besoin de plus de lits, on a des étages de libre à l'Hôtel-Dieu, donc on va ouvrir. Tout en nous disant, on est tout à fait conscient, à la fois au niveau des travailleurs qui travaillent à l'Hôtel-Dieu, au niveau des gens qui vivent à l'Hôtel-Dieu, que c'est trop de monde dans un même établissement. Donc, ils sont en train de chercher d'autres lieux à Montréal où ils peuvent ouvrir des chambres. Mais sauf que c'est pas, ça prend pas 5 minutes pour trouver des nouveaux lieux. Je finis mon explication. Donc, on est tous d'accord que ça prend plus d'endroits à Montréal pour avoir des plus petites installations qui s'intègrent plus facilement dans un quartier. Que 180 personnes qui vivent des enjeux de santé mentale, c'est un impact important au quartier, puis même pour la qualité de vie, comme je vous dis, des résidents et des travailleurs. Bon, en attendant, nous, qu'est-ce qu'on a pu faire localement? On a augmenté, on a eu l'année passée une rencontre avec les citoyens. On a écouté, on a regardé avec les services ce qu'on pouvait faire. Donc, nous, on a considérablement augmenté le passage de nos brigades de propreté. Et on a également donné un contrat à un organisme qui s'appelle Plein Milieu, qui a une brigade qui passe souvent dans tout ce secteur-là. On travaille également avec le poste de police de quartier qui a augmenté ses passages. Et l'été passé, on voyait beaucoup les cadets dans le secteur. Et je pense que cette année, M. Harrison pourra nous le confirmer, mais on va continuer. Et on a une nouveauté qui arrive cette année, c'est la brigade EMIS. EMIS, c'est un projet qui a commencé place Émilie Gamelin. Et l'idée, en fait, c'est que beaucoup de citoyens nous disent on a des enjeux de cohabitation sociale avec les personnes en situation d'itinérance, mais on ne veut pas toujours appeler la police, en fait, parce que ça prend des intervenants sociaux, mais la seule personne qu'on peut appeler, c'est la police. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, c'est une équipe d'intervenants sociaux municipaux. Donc, c'est un contrat qu'on donne à un organisme communautaire et il va y avoir des gens qui vont travailler tous les jours pour dans le fond, gérer les situations dont vous nous faites part. Donc, on va très, très prochainement annoncer une date pour une présentation citoyenne pour le secteur Milton Park et Hôtel-Dieu. Ce sont les secteurs prioritaires pour les questions d'itinérance et de cohabitation sociale. Donc, ça va considérablement venir augmenter le nombre de travailleurs sur le terrain. Voilà. Parfait, merci. Juste une petite chose. Il faut comprendre aussi que j'ai toujours habité à Montréal, 40 ans au centre-ville. Et puis, si on pose la question aux étudiants de McGill, ils ne veulent plus habiter à côté de la rue Milton, près de l'université, puisqu'il y a un problème d'itinérance. Et le problème d'itinérance d'Émilie Gamelin remonte vers nous. On n'a pas besoin d'un bac en sociologie pour le comprendre, le mouvement dû à la construction. Donc, on ne peut pas être le prochain parc Émilie Gamelin. On ne paie pas les mêmes taxes. On n'a pas les mêmes services, puis on n'a pas les mêmes infrastructures. C'est résidentiel, c'est pas commercial. Ouais. Je vais juste... si c'était si simple que l'enjeu, ça remonte d'Émilie Gamelin, mais lisez, on entend, ce qu'on lit dans les journaux, c'est qu'en ce moment, c'est vraiment difficile à Émilie Gamelin. Qu'en fait, au niveau de la ville de Montréal et au niveau du Québec, si vous regardez Bruno Marchand, qui parle sans cesse de l'itinérance à Québec. On a de plus en plus de villes, Drummondville font face à des enjeux d'itinérance. Quand on parle de crise du logement et de crise de santé mentale, la répercussion, c'est ça en fait. Les gens perdent leur logement et il n'y a pas assez de soutien d'organismes pour la santé mentale. Donc c'est ça le cocktail qui fait qu'il y a plus d'itinérants, malheureusement, partout. Nous, on travaille avec nos homologues du provincial, mais faut aussi voir le contexte actuel par rapport aux besoins de logement. C'est ça, la solution à l'itinérance, c'est plus de logements sociaux. Parfait, merci. Alors, les 3 prochaines questions portent sur le même sujet, Triplex Avenue Henri-Julien. Alors, j'inviterai M. Michel Deguay, Mme Marley Morris et Mme Sandrine Belteste à se présenter au micro, s'il vous plaît.
J'attends que le monsieur... vous pouvez y aller avec votre question, M. Deguay. Merci beaucoup. J'avais préparé un texte, mais mon texte était long, alors j'ai vu comment ça se passait. Je vais y aller en mes mots. Je viens ici et je suis représenté aussi avec ma femme, propriétaire aussi de notre triplex Marley, ainsi que des voisins. Je veux vous parler d'un triplex qui est situé sur la rue Henri-Julien, entre le Carré Saint-Louis et l'avenue des Pins, que vous avez chaudement rénové. Merci beaucoup, c'est super, c'est magnifique. Alors, c'est un triplex qui est à l'abandon depuis presque 2 ans. Les murs, les fondations s'affaissent, les briques tombent, ça coupe des canaux de communication, des fils de communication qui ont eu de brisés. Il y a eu aussi le fait que la maison est barricadée aussi par le service d'incendie depuis longtemps. Et les familles ne font plus jouer les enfants dans cette ruelle-là. Et d'ailleurs, je voulais juste vous signaler que cette ruelle-là, qui est Henri-Julien Drolet, a été la première ruelle verte à Montréal. Votre maire était directeur du Centre écologie urbaine de Montréal. Il en a fait l'inauguration avec Monique et tout ce beau monde. Alors voilà. Ça fait presque 1 an et 6 mois qu'on appelle 911 pour signaler ce danger. Il y a des craques de murs entre ma maison et la maison voisine d'à peu près 1 pied de large. On voit à travers. Les valeurs de notre propriété, moi, je suis impossible pour moi de vendre présentement ma propriété parce que la maison va tomber. Elle tombe sur nous et un acheteur va arriver et ça ne fonctionnera pas. Il y a M. Sylvain ici, qui a son triplex aussi, qui est en vente, juste derrière cette maison-là. Il a eu des refus de vente de son immeuble parce que les familles ne veulent pas s'installer. Alors, la façon de procéder, on appelle le 911. Le 911 ne réagit pas depuis 1 an et demi. On essaie de les communiquer, personne ne nous répond. J'ai rencontré des inspecteurs d'incendie pas longtemps que la semaine passée. Ils sont eux-mêmes outrés que la Ville ne fasse aucun mouvement. Alors, vous attendez quoi? Vous attendez qu'il y ait eu un effondrement la semaine passée à Montréal, évacuation? C'est ce que vous attendez? Nous, on est tannés. Peut-être Mme Sterling, elle a des belles installations d'arbres qu'elle va proposer dans les ruelles vertes qu'on va pouvoir camoufler cette maison-là. Mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait que c'est si compliqué de faire avancer les choses au terme d'une sécurité? Je vais demander à M. Morin s'il a des éléments de réponse, sinon on vous reviendra plus tard. Ouais, c'est ça, j'aimerais avoir l'adresse. Dans le fond, ce que je peux faire, c'est que je vais regarder ce qui a été fait dans le dossier, puis je peux communiquer avec vous demain. Là. Okay. Mais il me faudrait vraiment l'adresse du bâtiment. Moi, j'ai une clé USB, j'ai des photos, j'ai des adresses, j'ai des rapports. On peut la prendre? Je peux tout vous donner ça. Ah oui, on va la prendre. Je ne sais pas s'il faut que ça passe par M. Il faut que ça passe par le greffier. Le greffier? Oui, par le greffier. Donnez-moi puis on va s'arrêter. Vous voyez comment ça fonctionne, la Ville? C'est ça. Non, c'est très clair, ça passe par le greffier. Parfait. Parfait. Alors voilà, merci beaucoup. Je vais vous revenir rapidement. Très bien. Merci. Oui, exact. Alors, ça termine les questions des personnes présentes, Madame la mairesse suppléante. Par contre, nous devrons prolonger puisque la période est expirée. Alors, qui propose la prolongation? Monsieur Je propose de prolonger la période de questions. Appuyé par Mme Sterling. Et appuie? J'appuie. Madame Sterling. Alors, la période est prolongée. Alors, nous passons aux questions que nous avons reçues en ligne. Nous en avons quelques-unes. Alors, les 2 premières portent sur le même sujet. Alors là, il s'agit des questions de Mme Isabelle Nantel et de Mme Clara Merveille. Alors, la première question, j'aimerais savoir, après plusieurs plaintes et demandes faites au printemps 2022 de la part des parents du CPE, les ateliers du Carmel, le parc du Carmel n'est toujours pas rénové, amélioré et réparé.
Le sable inchangé depuis des années et son niveau beaucoup trop bas le rendent insalubre et dangereux pour nos tout-petits. Les clôtures rouillées, les souches d'arbres, le canal enfoncé dans le terrain ou encore l'inexistence de structures de jeu sont également très problématiques. Les éducatrices du CPE passent plus de temps à surveiller les lieux de danger pour les enfants qu'à s'amuser avec eux. Nous payons les taxes astronomiques sur le plateau Mont-Royal et nous attendons en retour à ce minimum de services, et ce, bien avant des pistes cyclables ou des aires de placotage. Il ne faudrait pas attendre qu'un événement dramatique arrive à ce parc pour commencer à s'y intéresser. Merci d'agir avec diligence pour la sécurité et le bien-être de nos tout-petits. Et la deuxième question de Mme Merveille. En plus d'être un parc public et adjacent au CPE, les ateliers où plus de 80 enfants sont présents. Le parc du Carmel est sans aucun doute des plus usités du quartier. Mais ce parc n'a connu aucune réfection majeure depuis plus de 20 ans. Un nouveau module vient de se briser, les clôtures sont rouillées et certains barreaux brisés. Avec tous les condos qui se construisent à côté, ne serait-il pas le temps de rendre l'endroit plus sécuritaire et agréable? Pour nos familles, nos enfants, et ce serait, par la même occasion, donner un peu de considération aux éducatrices, là depuis plus de 20 ans, qui désespèrent de voir le parc se dégrader. Merci infiniment au regard que vous porterez sur cette demande si chère à toute notre communauté. Madame Sterlin. Bon, je sais que probablement que M. Morin va apporter un complément là, plus précis à ce que je vais dire, mais ma collègue Marie-Plourde et moi, on est allés toutes les deux faire un tour sans se consulter pour constater l'état des lieux. C'est vrai que le parc est vétuste. On est souvent dans la dernière semaine, donc je ne sais pas s'il y a un mouvement, on a été interpellé sur l'état du parc. Est-ce que l'hiver lui a fait du tort aussi? Donc, on va regarder ça. Il y a quand même en ce moment, on est en train de décider quels parcs vont être rénovés. Donc là, je vais laisser M. Morin juste préciser un petit peu là-dessus, mais en terminant, je vais dire que Marie et moi, on a été constater l'état des lieux, puis on comprend vos préoccupations. Oui, je vais compléter avant de céder la parole. Mais vous le savez, dans l'arrondissement, on a beaucoup de parcs et beaucoup de petits parcs et de parcs moyens. Donc, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est un audit de l'ensemble de nos petits parcs pour voir lesquels ont besoin de travaux de façon la plus urgente. Et ça va nous donner ensuite un bon outil pour savoir où intervenir de façon prioritaire pour notre planification dans les prochaines années. C'est ça. C'est exactement ça. Oui. Alors voilà la prochaine question qui provient de Mme Johanna Smith. Serait-il possible d'avoir des emplacements de hamacs au parc Baldwin entre les rues Rachel et Sherbrooke? Madame Parent. Oui, Madame Smith, merci beaucoup pour votre question. En fait, une réponse très simple. Présentement, nous n'en avons plus en stock. Alors, merci de poser votre question ici, de mettre cette demande-là sur notre radar, mais je vous invite tout de même à faire une demande au 3-1 pour, comme on a tendance à le dire, mettre le tout là, dans la machine. Merci. Bonne soirée. Prochaine question de Mme Claudine Chérardin. Bonjour, je suis représentante du comité des citoyens du Myland. Notre question concerne le bâtiment situé au 5611 rue Clark qui abrite le CPE Alexis-le Trotteur. Nous sommes évidemment très soulagés du sursis offert à la garderie. Concernant la vente du bâtiment, le comité en est préoccupé au plus haut point et trouve qu'il est essentiel que celui-ci demeure dans le domaine public. Nous souhaitons que le CPE puisse y demeurer. On entend parler de plusieurs organismes communautaires qui sont désespérés car ils ne trouvent pas où se loger. Ne serait-ce pas la solution à leur problème de leur offrir d'occuper les étages supérieurs du bâtiment? L'arrondissement a le devoir d'être à l'écoute des besoins de son quartier. Notre question est donc, avez-vous des nouvelles informations sur l'avenir de ce bâtiment? Oui, s'il vous plaît.
Merci. Bonsoir, Madame Girardin. Vous savez que depuis le tout début, quand le directeur du CPE, Alexis Trotteur, nous a communiqué, nous a renseigné sur l'état sur la situation, on a tout de suite pris cette situation-là vraiment de façon très sérieuse. On a mobilisé tous les gens, on a écrit à Québec, on a mobilisé les gens à la ville, au cabinet, et on a organisé un comité tripartite pour pouvoir aider les différents organismes, parce que vous l'avez mentionné dans votre courriel, il y a plusieurs au BNL, plusieurs CPE et plusieurs organismes à Montréal qui se retrouvent dans cette situation-là où la CSSDM a décidé de reprendre ses locaux, et ce sont des organismes qui rendent un service extraordinaire et nécessaire et vital, devrais-je dire, à tous les quartiers, comme le CPE Alexis Trotteur, qui fait vraiment partie de l'ADN du Myland, qui a vu grandir la plupart des enfants du quartier. Donc, pour nous, pour l'instant, on n'a pas encore plus d'informations que ce qu'on a pu vous donner là, sur les négociations. On sait que les discussions se poursuivent et je vous promets, on ne lâchera pas. On n'a pas l'intention d'abandonner le CPE Alexis Trotteur, puis on n'a pas l'intention non plus d'abandonner les différents organismes dans la ville de Montréal là, qui se retrouvent dans une situation de grande vulnérabilité. Merci. La prochaine question provient de M. Bruno Bouteau. Quels sont les travaux qui se préparent sur l'allée qui va de Calixa-le-Relais à l'étang Nord? Et question de base, pourquoi n'y a-t-il personne qui soit identifié et rejoignable, ni à l'arrondissement, ni au Grand Parc, qui soit dédié à la communication sur le parc La Fontaine? Merci beaucoup, M. Bouteau, pour votre question. En fait, les travaux qui sont en cours là, depuis quelque temps sur cette, je pense qu'on l'appelle l'allée royale au parc La Fontaine, c'est dans le cadre de divers travaux qui concernent surtout la maçonnerie, en fait. Donc, il y a des pierres qui ont besoin d'être rejointées essentiellement. Donc, c'est beaucoup ça, les travaux qui vont être faits. Ça va être fait un peu partout. Vous allez en voir tout au cours de l'été dans le parc. Il va en avoir aussi près du petit théâtre de Guignol. Il va en avoir aussi dans les pierres à la chute, là où il y a le pont. Il va en avoir aussi sur le belvédère du côté ouest du parc, là, près de l'avenue Parc-La Fontaine. Peut-être que j'oublie un site, mais en tout cas, il y a eu un contrat qui a été accordé pour des travaux de maçonnerie. Donc, c'est des travaux assez spécialisés. Certains de ces aménagements-là, ce sont des aménagements qui sont assez anciens. Donc, on les répare. Il n'y aura pas de transformation. C'est vraiment un maintien des aménagements. Il y a une page Réalisons Montréal où tous ces travaux-là sont détaillés, et sur cette page-là, il y a un contact, là, donc vous pouvez communiquer avec une personne qui est en charge de tous les travaux dans le parc La Fontaine et qui peut répondre aux questions. Toutefois, là, je comprends par votre question que vous aimeriez qu'il y ait de l'information sur place. Peut-être que, en fait, là, ça, c'est les grands parcs, donc le service central des grands parcs qui est en charge du chantier. Donc, je vais voir avec les collègues si c'est possible là, d'ajouter un panneau informatif sur place là, pour que les gens... Normalement, c'est fait. En tout cas, je ne sais pas si vous n'êtes pas au courant, messieurs, dames, directeurs. Mais ce n'est pas grave, on va faire un suivi, puis ça peut être intéressant, comme vous le soulignez, là, que sur place, on sache qu'est-ce qui est en train de se passer. Merci. Prochaine question de M. Mathieu Blanchette. Bonjour. En mai 2022, j'ai fait une demande 3-1 pour l'installation d'un support à vélo devant chez nous. Le 3-1 m'a dit que c'est installé une fois par année en avril, donc dans un an. Aucune explication. C'est ahurissant. Il y a un manque criant de supports vélo partout. Sur mon tronçon de rue, 3 supports, donc 6 places vélo versus 72 places voiture. Le 15 mars 2023, je rappelle 3-1, je dois refaire une demande. Je spécifie qu'il y en a 2 plus bas, mais qu'ils sont toujours utilisés au maximum. Le 29 mars, je fais un suivi. C'est entre les mains de l'arrondissement du Plateau. En mai, toujours rien. Mon vélo a été détruit par une déneigeuse de trottoir cet hiver. Le service d'indemnisation de la Ville a refusé ma demande. Le service juridique répond que c'est interdit de barrer un vélo sur une clôture. Comme élu,
Pouvez-vous faire fonctionner le service municipal pour l'installation de supports à vélo, s'il vous plaît? Est-ce que ça pourrait être d'avril à août au minimum, s'il vous plaît? Merci. Merci pour cette question, M. Blanchette. En effet, en général, les équipes qui s'occupent du mobilier urbain planifient la saison d'été là, depuis le début d'avril jusqu'à la fin. Donc, la propreté, l'installation de tout ce qui est démantelé jusqu'à novembre, où on va aller désinstaller. Et pendant ce temps-là, tout est séquencé. Et effectivement, c'est dans une perspective d'optimisation, de planification, ils vont avoir un blitz à un moment donné. Ils vont prendre la liste de toutes les requêtes qui sont arrivées et ils vont aller installer les supports à vélo. Donc, ils vont faire ça pendant quelques semaines, le temps soit d'épuiser les stocks ou soit de répondre à toutes les requêtes. Et c'est pour ça que c'est rare qu'il va y avoir une installation ponctuelle d'un seul support par-ci, par-là. Je pense que ça s'intègre moins bien dans une planification du travail qu'il y a à faire. Mais est-ce que ça peut se changer? Je ne le sais pas. On va en parler avec M. Doré. On a des rencontres régulièrement en statutaire avec le directeur donc, des travaux publics, voir si c'est quelque chose qui peut être modifié. Quoi qu'il en soit, on m'assure que votre requête est bel et bien au programme prochainement. Donc, les supports à vélo vont être installés sur votre tronçon de rue. Ça s'en vient. Merci. Merci. Et la dernière question appartient à Mme Véronique Vigneault. Bonjour, je souhaite faire le suivi de ma demande faite au 3-1. Notre ruelle est très, très passante. Plusieurs facteurs environnement expliquent cela. Comme plus de 30 enfants en bas âge souhaitent pouvoir y jouer librement et en sécurité, je souhaiterais savoir où en est la demande pour la ruelle Marquette-Fabre entre les rues Saint-Grégoire et Laurier et où se situe l'installation des dos d'âne demandée dans la liste des priorités de l'équipe qui réfère au contremaître Richard Gagnon, qui m'a assuré une mise en place rapide dès le printemps. Merci à l'avance. Oui, donc je vais répondre à votre question. Merci pour la question, Mme Vigneault. Je suis très heureuse de conclure la période des questions avec une réponse courte et satisfaisante. Donc, effectivement, les travaux seront faits ce printemps. Donc, on est le 1er mai. On indique ici que ce sera fait environ d'ici 45 jours. Donc, il nous reste un peu plus de 45 jours avant la fin du printemps. Donc, ça fonctionne. Merci. Merci. Alors voilà, ça termine la période de questions. Donc, nous allons poursuivre et continuer avec l'ordre du jour. À l'article 10.05, période de questions et requêtes du public. À l'article 20.01, octroi à l'entreprise 91 54 69 37 Québec Inc. d'un contrat de 457 485,53 $, taxes et indexations incluses, pour l'allocation d'une rétrocaveuse avec opérateur, entretien et accessoires pour 2 ans et autorisation d'une dépense totale de 457 485,53 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 23-198-58. Je propose, appuyé par Laurence Parent, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.02, octroi d'un contrat d'un montant total de 184 952,23 $, taxes incluses, pour un mandat de service professionnel à la firme CIMA Plus pour la gestion des impacts, maintien de la circulation et communication dans le cadre de projets de réaménagement de rues sur divers tronçons de rue dans l'arrondissement, conformément à l'entente d'achat 151-72-31. Je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.03, octroi de contributions financières totalisant un maximum de 790 000 $, toutes taxes applicables, aux associations commerçantes des avenues du Lutte et du Mont-Royal pour la mise en œuvre des piétonnisations estivales et approbation des projets de convention à cet effet. Je propose, appuyé par Marie Sterlin, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.04, octroi d'une contribution financière totalisant 51 000 $, toutes taxes applicables, à l'organisme Maison de l'Amitié pour la tenue de 3 marchés fermiers pour les saisons estivales 2023-2025 et approbation du projet de convention à cet effet.
Je propose, appuyé par Marie Sterlin, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 2005, octroi d'un soutien financier de 39 500 $, toutes taxes applicables, provenant du Fonds des écoles à l'organisme Vélo Québec pour le programme Cyclistes avertis et le projet du Jardin du Petit Monde à bicyclette 2023, ainsi qu'à l'organisme GM Court pour le projet de Zone Skate au Parc La Fontaine pour les années 2023 et 2024, et approbation des projets de convention à cet effet. Je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 2006, octroi d'un soutien technique et financier totalisant 20 000 $, toutes taxes applicables, à l'organisme Festival international de musique pop Montréal pour la tenue du marché des possibles 2023 et approbation du projet de convention à cet effet. Je propose, appuyé par Marie Sterlin, d'appuyer la proposition telle que déposée. L'article 2007, octroi de contributions financières totalisant la somme de 8 950 $, taxes incluses, aux organismes désignés au sommaire décisionnel pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux. Je propose, appuyé par Laurence Parent, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 2008, octroi d'un soutien financier maximal de 7 800 $, toutes taxes applicables, à l'organisme Les Productions Funambules Média, afin de réaliser son projet Cinéma sous les étoiles 2023 et approbation du projet de convention à cet effet. Je propose, appuyé par Laurence Parent, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 2009, octroi d'une contribution financière de 5 000 $, taxes incluses, au syndicat de la copropriété Communauté Milton Park pour l'embauche d'une ressource humaine dédiée aux jardins urbains Notman et approbation du projet de convention à cet effet. Je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 2010, octroi d'un soutien financier aux organismes sans but lucratif Jardin Rivard, Jardin communautaire Mylène et Jardin communautaire Delormier pour un montant totalisant 3 944 $, toutes taxes applicables, et approbation des projets de convention à cet effet pour la période du 2 mai au 1er novembre 2023. Je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 3001, autorisation d'une affectation de 716 925 $ en provenance du surplus de gestion de l'arrondissement afin de soutenir la réalisation des divers projets de la Direction du développement du territoire et des études techniques. Je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 3002, autorisation d'une dépense de 383 295 $ et 63 sous, taxes incluses, pour la réalisation de divers travaux en 2023 dans le cadre du programme de réfection routière en régie de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Je propose, appuyé par Marie Plon, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 3003, recommandation au Conseil de la Ville de prolonger les heures d'admission dans les commerces durant les promotions commerciales des SDC de l'avenue du Mont-Royal, de la rue Saint-Denis, du boulevard Saint-Laurent. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 3004, ratification de 5 décisions déléguées adoptées en vertu du règlement sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés. Je propose, appuyé par Laurence Parent, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 3005, dépôt des rapports de délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 31 mars 2023. Je propose, appuyé par Marie Sterlin, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4001, ordonnance relative à la programmation d'événements publics. Je propose, appuyé par Marie Sterlin, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4002, ordonnance déterminant la fermeture temporaire à la circulation véhiculaire sur l'avenue Émile Duployer. Je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4003, ordonnance relative aux promotions commerciales 2023 concernant notamment les avenues du Mont-Royal et du Lutte, le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter les articles 4004 et 4005 concernent un règlement qui sont en avis de motion. Alors, il s'agit de l'avis de motion et dépôt des projets des règlements suivants.
le règlement modifiant le règlement sur l'occupation du domaine public afin de préciser certaines modalités liées aux tarifs et aux heures d'exploitation des cafés-terrasses sur les rues à forte intensité commerciale pour l'arrondissement du plateau Mont-Royal et le règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement du territoire de l'arrondissement du plateau Mont-Royal afin d'y introduire une infraction et la possibilité d'une amende pour quiconque contrevient à une ordonnance. Je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter pour adoption les projets de règlement suivants. Le règlement 2023-04 modifiant le règlement sur l'occupation du domaine public afin de préciser certaines modalités liées aux tarifs et aux heures d'exploitation des cafés-terrasses sur les rues à forte intensité commerciale pour l'arrondissement du plateau Mont-Royal et le règlement 2023-07 modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement à l'égard du territoire de l'arrondissement du plateau Mont-Royal afin d'y introduire une infraction et la possibilité d'une amende pour quiconque contrevient à une ordonnance, lesquelles sont déposées avec leur dossier décisionnel. Article 4006, adoption du règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement à l'égard du territoire de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, afin d'y introduire une infraction applicable à l'immobilisation d'un véhicule dans une voie cyclable en l'absence d'une signalisation interdisant expressément l'arrêt. Je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4007, adoption d'une dérogation mineure en vertu du règlement sur les dérogations mineures, afin d'autoriser l'implantation du bâtiment dans la marge latérale, de permettre l'installation d'une clôture d'une hauteur approximative de 4,1 m et d'autoriser l'ajout de persiennes à même les portes prévues pour la nouvelle chambre annexe pour le musée de l'Holocauste situé au 3525 boulevard Saint-Laurent. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4008, approbation des plans conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le projet de construction d'un bâtiment de 3 étages conformément à la résolution CA 21-25-0275. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter le dernier article 7001, levé de la séance. L'ordre du jour étant épuisé, je propose, appuyé par Marie Sterlin, de lever la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 1er mai 2023. Il est 20h58. Ah, exactement. Oui, alors merci à tous et à tous. Merci. La séance est levée. Bravo, Maëva.